Le soleil de juin baignait les écuries Bellefontaine d'une lumière dorée, faisant briller la poussière qui dansait dans l'air comme des paillettes d'or. L'effervescence était palpable. Des hommes en costume et des femmes en tenues élégantes se pressaient autour de l'enclos principal, agitant leurs catalogues d'enchères comme des éventails contre la chaleur de cette journée d'été. La vente aux enchères annuelles des chevaux de Bellefontaine était l'événement équestre le plus prestigieux de la région, attirant éleveurs, passionnés et investisseurs fortunés venus de toute l'Europe. Élodie Mercier observait la scène à distance, adossée contre un vieux chêne qui lui offrait un peu d'ombre. À 32 ans, avec ses yeux couleur d'ambre et ses cheveux châtains tressés sur le côté, elle détonnait parmi la foule. Son jean usé, ses bottes poussiéreuses et sa chemise à carreaux n'avaient rien à voir avec les tenues sophistiquées des autres participants. Pourtant, son regard avisé trahissait une connaissance profonde des chevaux que peu possédaient ici. « Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec le lot numéro 23, annonça le commissaire priseur dans son micro, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Un pur sang arabe de 3 ans, ligné El Chaklan, un potentiel remarquable pour le dressage ou l'endurance. Élodie soupira. Elle n'était pas venue pour ses chevaux déjà domptés, ces beautés dociles que n'importe quel cavalier intermédiaire pouvait monter. Non, elle attendait le lot suivant, celui dont tout le monde parlait à voix basse depuis des semaines. Et maintenant, mesdames et messieurs, la voix du commissaire-priseur changea subtilement, prenant une inflexion plus grave, presque cérémonielle. Nous arrivons au lot 24. Tempête noire. Un murmure parcourut l'assemblée. Quelques personnes s'écartèrent instinctivement de la barrière de l'enclos. Élodie se redressa, tous ses sens en alerte. Étalon andalou de 5 ans, lignée royale espagnole, importé directement des écuries Mendoza, poursuivit l'homme au micro. Un spécimen d'une rare puissance et d'une beauté exceptionnelle. Les portes du box s'ouvrirent dans un fracas métallique, et le silence tomba sur la foule. Il apparut comme une vision, un magnifique étalon d'un noir si profond qu'il semblait absorber la lumière autour de lui. Sa crinière, longue et ondulée, dansait sur son encolure musclée, tandis qu'il faisait son entrée dans l'enclos. Tempête noire mesurait plus de 17 mains au garrot, imposant et majestueux. Mais ce qui frappait le plus, c'était son regard, des yeux sombres brillant d'une intelligence presque humaine, scrutant la foule avec un mélange de défiance et de mépris. Comme vous pouvez le constater, c'est un animal d'exception, continua le commissaire-priseur, alors que 2 hommes tentèrent de maintenir l'étalon avec des longes. Il faut cependant noter que Tempête Noire est, disons, un défi. Il n'a encore accepté aucun cavalier sur son dos. L'étalon s'ébroua violemment, en voyant valser l'un des palefreniers qui s'écroula dans la poussière. Des exclamations de surprise s'élevèrent de la foule. Le 2e homme tenta de reprendre le contrôle, mais le cheval se cabra, ses sabots avant fendant l'air dangereusement. « Contrôlez cet animal, bon sang !» hurla le commissaire-priseur, son sang-froid professionnel momentanément oublié. 3 autres hommes se précipitèrent dans l'enclos, tentant d'encercler l'étalon qui tournait maintenant comme un fauve en cage, les naseaux frémissants, soufflant des nuages de vapeur malgré la chaleur de l'été. Élodie observait la scène sans bouger. Elle connaissait ce genre de chevaux, pas seulement indomptés, mais indomptables aux yeux de la plupart des dresseurs. Des chevaux qui portaient en eux une flamme sauvage que les méthodes traditionnelles ne faisaient qu'attiser davantage. « Mesdames et messieurs, » reprit le commissaire-priseur, tentant de reprendre contenance. « Comme vous pouvez le constater, Tempête Noire est un cheval d'exception qui nécessitera un dresseur expérimenté. Malgré ce tempérament fougueux, il présente un potentiel extraordinaire pour la compétition. Sa lignée est impeccable, son physique parfait. » L'étalon s'immobilisa soudain au centre de l'enclos, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui. Sa posture était fière, provocante. Il balaya la foule du regard, semblant défier quiconque de s'approcher. « Nous commençons les enchères à 20 000 €, annonça le commissaire-priseur. Un silence pesant s'installa. Personne ne leva la main. « Voyons, mesdames et messieurs. C'est un prix plancher pour un étalon de cette qualité, insista l'homme au micro, visiblement mal à l'aise. Certes, il présente un défi, mais pensez au prestige de dompter un tel animal, aux possibilités d'élevage. » Au fond de l'enclos, un homme d'une 50aine d'années,
massif et imposant dans son costume sur mesure, observait la scène avec irritation. Philippe Dufresne, le propriétaire des écuries Bellefontaine, n'avait pas l'habitude de voir ses enchères stagner ainsi. Il fit un signe à l'un de ses assistants qui s'empressa de s'approcher. « Faites venir Guillaume », ordonna-t-il, « qu'il montre à ces gens ce que vaut réellement ce cheval. » Quelques minutes plus tard, un jeune homme d'une trentaine d'années entra dans l'enclos. Grand, athlétique, vêtu d'une tenue d'équitation impeccable, Guillaume Dufresne était le fils du propriétaire et un cavalier renommé dans le circuit professionnel. « Mesdames et messieurs », annonça le commissaire-priseur avec un regain d'enthousiasme, « Monsieur Guillaume Dufresne, champion national de dressage, va maintenant vous faire une démonstration des capacités de Tempête Noire. » Guillaume s'approcha de l'étalon avec une assurance étudiée, parlant doucement tout en maintenant une posture dominante. L'animal sembla l'évaluer, immobile, ses oreilles pivotant d'avant en arrière. Le cavalier tendit lentement la main vers son encolure. Ce qui suivit se déroula si vite que la foule mit quelques secondes à réaliser. Dans un mouvement d'une rapidité fulgurante, l'étalon fit volte-face, se cabra et frappa l'air de ses sabots. Guillaume eut tout juste le temps de se jeter en arrière, évitant de justesse d'être piétiné. Il trébucha et tomba lourdement dans la poussière. Des cris d'effroi s'élevèrent parmi les spectateurs. 2 palefreniers se précipitèrent pour aider Guillaume à se relever tandis que d'autres tentaient de contenir l'étalon qui galopait maintenant le long de la barrière, projetant des mottes de terre dans toutes les directions. Le visage de Philippe Dufresne s'était empourpré de colère et d'humiliation. Son fils, relevé, époussetait sa tenue, une expression de rage contenue déformant ses traits habituellement séduisants. « Cette bête est impossible », lança-t-il à son père, assez fort pour que les premiers rangs de spectateurs l'entendent. « Il devrait être abattu. » Le commissaire-priseur, visiblement dépassé, tentait de reprendre le contrôle de la situation. « Comme vous pouvez le constater, Tempête Noire a du caractère. Un vrai défi pour un vrai cavalier. Reprenons les enchères à 15 000 € peut-être ?» Nouveau silence. Quelques personnes commencèrent même à s'éloigner, préférant se diriger vers les autres enclos où des chevaux plus dociles attendirent leur tour. « 10 000 ?» proposa le commissaire-priseur, sa voix trahissant son désespoir. Un homme leva timidement la main. « 10 000 € pour monsieur le roi. Qui dit mieux, 11 000 ?» L'enchère resta suspendue à 10 000 €, un prix dérisoire pour un cheval de cette lignée, même indomptable. 10 000 €, une fois. Élodie observait la scène, immobile. Son cœur battait la chamade. Elle connaissait la valeur de cet animal, voyait au-delà de sa rébellion. Dans ses yeux sombres, elle ne lisait pas de la méchanceté, mais une intelligence farouche, une dignité blessée. Cet étalon n'était pas né pour être brisé par la force, mais pour être compris. 10 000 € 2 fois, la main d'Élodie se leva presque malgré elle. 20 000, dit-elle d'une voix claire qui porta jusqu'à l'estrade. Tous les regards se tournèrent vers elle. Des murmures surpris parcoururent à l'assemblée. Qui était cette femme en tenue de travail qui doublait soudain la mise? 20 000 € pour la dame au fond, s'exclama le commissaire-priseur, ravi de ce rebondissement. Qui dit mieux? Monsieur le roi secoua la tête, visiblement soulagé de ne pas avoir à gérer une telle bête. 20 000 € une fois, 2 fois. 30 000, intervint une voix grave. C'était Philippe Dufresne lui-même qui venait d'enchérir, fixant Élodie d'un regard glacial. La jeune femme comprit immédiatement. Il ne pouvait pas se permettre de vendre son cheval à un prix aussi bas. C'était une question d'orgueil, de réputation. 35 000, répondit-elle sans hésiter. La foule retint son souffle. Dans l'enclos, Tempête Noire s'était immobilisé, comme s'il suivait le duel avec intérêt. 40 000, contra Dufresne, un sourire condescendant aux lèvres. Élodie savait qu'elle atteignait les limites de ses moyens. Cette somme représentait presque toutes ses économies. L'argent qu'elle avait mis de côté pendant des années en travaillant dans divers centres équestres, en donnant des cours, en économisant sou par sou. 45 000, dit-elle néanmoins, son regard planté dans celui de Dufresne. Le sourire du propriétaire s'élargit. 50 000 €. Un silence de plomb tomba sur l'assemblée.
C'était une somme considérable, bien plus que la valeur marchande d'un cheval, même de cette lignée, qui n'avait jamais accepté de cavalier. Élodie ferma brièvement les yeux. Elle ne pouvait pas suivre, et Dufresne le savait. 50 000 € une fois, commença le commissaire-priseur. Je veux l'essayer, lança soudain Élodie, s'avançant vers l'enclos. Pardon? Le commissaire-priseur parut décontenancé. Avant que la vente ne soit conclue, je demande à essayer le cheval, répéta-t-elle avec assurance. C'est mon droit en tant qu'enchérisseuse. C'est ridicule, intervint Guillaume Dufresne, qui se tenait maintenant aux côtés de son père. Cette femme va se faire tuer. Mais Élodie connaissait le règlement des ventes aux enchères de Bellefontaine. Elle l'avait étudié en détail avant de venir. Article 15 du règlement. Tout enchérisseur peut demander un essai du lot avant conclusion de la vente, sous sa propre responsabilité. Le commissaire-priseur consulta Philippe Dufresne du regard. Ce dernier, après un moment d'hésitation, acquiesça avec un sourire mauvais. « Laissez-la essayer. Elle signera une décharge, bien entendu. » Élodie ne prit pas la peine de répondre. Elle enjamba simplement la barrière et pénétra dans l'enclos, sous les regards médusés de l'assistance. Face à Tempête Noire, Élodie sentit son cœur s'accélérer. L'étalon, immobile au centre de l'enclos, la fixait de ses yeux sombres, les oreilles dressées en alerte. Autour d'eux, un silence pesant s'était installé, ponctué seulement par quelques chuchotements nerveux du public. Les palefreniers s'étaient écartés sur un geste de Philippe Dufresne, laissant la jeune femme seule face à l'animal. « Elle est folle », murmura quelqu'un dans la foule. « On devrait l'arrêter avant qu'elle ne se blesse », suggéra un autre. Mais Élodie n'entendait plus rien. Le monde extérieur s'était estompé, réduit à cette connexion naissante entre elle et l'étalon. Lentement, elle retira sa veste, révélant une simple chemise blanche aux manches retroussées. Ses mouvements étaient calmes, mesurés, sans aucune brusquerie. Puis, elle fit quelque chose qui stupéfia l'assistance. Elle s'assit tranquillement dans la poussière de l'enclos, jambes croisées, paumes ouvertes sur ses genoux. Guillaume Dufresne laissa échapper un rire moqueur. Qu'est-ce qu'elle croit faire? Une séance de méditation? Son père ne répondit pas, les yeux rivés sur la scène, son visage trahissant une curiosité mêlée d'incrédulité. L'étalon, lui, semblait tout aussi surpris. Il secoua sa crinière, piaffa un instant, puis fit quelques pas latéraux, sans quitter Élodie des yeux. Elle resta immobile, sa respiration profonde et régulière, attendant simplement. Elle ne cherchait pas à l'attirer à elle, ne l'appelait pas, ne lui offrait aucune friandise. Elle existait simplement dans son espace, sans menace ni exigence. Les minutes s'écoulèrent, interminables pour les spectateurs. Certains commençaient à s'impatienter, d'autres à se moquer ouvertement. Mais Philippe Dufresne avait levé la main, intimant le silence. Quelque chose dans cette approche inhabituelle avait éveillé sa curiosité professionnelle. Tempête Noire fit un cercle complet autour d'Élodie, s'approchant légèrement à chaque tour. Son comportement avait changé. Sa démarche n'était plus aussi agressive, ses mouvements plus fluides, plus curieux que défensifs. Après ce qui sembla une éternité, il s'arrêta à quelques mètres d'elle, tendant son encolure, les naseaux dilatés pour capter son odeur. Élodie parla alors pour la première fois, d'une voix si basse que seul l'étalon pouvait l'entendre. Des mots simples, murmurant dans la langue ancienne que sa grand-mère lui avait apprise, cette femme qui parlait aux chevaux dans les collines de Normandie. Des sons plus que des mots, des vibrations qui disaient « Je te vois, je te respecte, je ne suis pas ton ennemi ». Tempête Noire s'ébroua, comme surpris. Puis, dans un geste qui fit hoqueter l'assistance, il avança encore, jusqu'à ce que ses naseaux frôlent les cheveux d'Élodie. Elle ne bougea pas, ne tendit pas la main, continua simplement à murmurer doucement. « C'est impossible », souffla Guillaume. « Ce cheval a envoyé 3 hommes à l'hôpital le mois dernier. » Son père plissa les yeux. « Elle utilise quelque chose, un calmant, un produit. » « Je ne crois pas. » Intervint un homme âgé à leur côté, un vétérinaire qui travaillait occasionnellement pour les écuries. « Regardez ses yeux, ses oreilles. Ce cheval n'est pas drogué, il est intéressé. » En effet, l'étalon présentait tous les signes d'une curiosité éveillée, sans aucune trace de la fureur qui l'avait animé quelques minutes plus tôt.
Il recula d'un pas quand Élodie se mit lentement debout, mais ne s'enfuit pas. Elle tendit alors la main, paume vers le bas, sans chercher à le toucher. Juste une invitation. Tempête Noire hésita, puis, à la stupéfaction générale, avança son museau et toucha brièvement ses doigts. Un murmure collectif parcourut la foule. On n'avait jamais vu l'étalon permettre un contact volontaire depuis son arrivée aux écuries Bellefontaine 6 mois plus tôt. 60 000, lança soudain Élodie, sans quitter l'animal des yeux. Le commissaire-priseur, qui observait la scène bouche bée, mit quelques secondes à réagir. Nous avons une enchère de 60 000 €. Philippe Dufresne fronça les sourcils. Où une dresseuse de seconde zone trouverait-elle une telle somme? Je représente le haras des Brumes, répondit Élodie, tournant enfin son regard vers lui. Madame Beaumont m'a mandaté pour acquérir ce cheval. Le nom fit son effet. Diane Beaumont était une figure légendaire dans le monde équestre, une ancienne championne olympique reconvertie dans l'élevage de chevaux d'exception. Son haras, niché dans les montagnes du Jura, produisait certains des meilleurs chevaux de dressage d'Europe. Philippe Dufresne blêmit. « Vous travaillez pour Diane ?»« Depuis 3 ans, confirma Élodie, reportant son attention sur Tempête Noire qui s'était légèrement éloignée, mais continuait à l'observer avec intérêt. Et elle est prête à investir dans ce cheval. 70 000, si nécessaire. Le silence qui suivit fut éloquent. Même Philippe Dufresne, avec toute sa fortune, hésitait à s'engager dans une guerre d'enchères contre Diane Beaumont. Les deux haras étaient rivaux depuis des années, et cette vente prenait soudain une dimension symbolique. Après un long moment, Dufresne fit un geste de capitulation. « Il est à vous, mais j'aimerais voir si vous pouvez réellement le monter, ou si ce petit numéro n'était qu'une coïncidence. » Élodie acquiesça. C'était un défi qu'elle s'apprêtait à relever de toute façon. Mais elle avait besoin de temps, de calme. « Pas ici, » dit-elle. « Pas avec cette foule excitée. Donnez-moi accès à votre manège couvert pendant 1 heure. Vous pourrez tous observer depuis la galerie. » Un sourire narquois étira les lèvres de Dufresne. « Vous voulez vous cacher ? Je veux lui offrir la tranquillité qu'il mérite pour cette première approche, » répliqua-t-elle fermement. « Ou préférez-vous risquer un autre spectacle comme celui que votre fils nous a offert ?» Guillaume s'empourpra, mais son père éclata d'un rire sec. « Très bien, le manège dans 1 heure. Si vous parvenez à le monter, vraiment le monter, pas juste à vous tenir sur son dos pendant qu'il reste immobile, alors le marché est conclu. » Élodie hocha la tête, puis se tourna vers Tempête Noire. L'étalon s'était éloigné vers le fond de l'enclos, mais continuait à l'observer. Elle savait qu'elle venait de franchir seulement la première étape. Le plus difficile restait à venir. 1 heure plus tard, le manège couvert des écuries Bellefontaine accueillait un public restreint mais choisi. Philippe et Guillaume Dufresne, le vétérinaire, le commissaire-priseur et quelques privilégiés s'étaient installés dans la galerie surplombant la piste. La lumière tamisée filtrait à travers les hautes fenêtres, créant une atmosphère presque solennelle. Tempête Noire avait été conduit dans le manège et libéré de sa longe. Il parcourait maintenant l'espace au petit trot, explorant les lieux, s'arrêtant parfois pour humer l'air chargé d'odeurs de cuir, de foin et de sueur équine. Élodie entra seule, sans cravache ni longe, portant simplement un lit-col et une bride légère sur son bras. Elle avait troqué sa chemise à carreaux contre un t-shirt noir simple et portait désormais un casque, sa seule concession à la sécurité. « Vous avez besoin d'une selle ?» demanda un palefrenier resté près de la porte. Elle secoua la tête. « Pas aujourd'hui. » Philippe Dufresne haussa un sourcil. Monter un étalon sauvage accru lors d'une première approche, cette femme était soit complètement folle, soit exceptionnellement douée. Il commençait à comprendre pourquoi Diane Beaumont l'avait choisie. « Comment comptez-vous procéder ?» demanda le vétérinaire, sincèrement intéressé. « En lui demandant sa permission », répondit simplement Élodie, s'avançant vers le centre du manège. Guillaume ricana. « On croirait entendre ma grand-mère avec ses histoires de chevaux féeriques. » Élodie l'ignora. Elle recommença le même rituel qu'auparavant, s'asseyant au centre du manège, attendant que l'étalon s'habitue à sa présence. Cette fois, Tempête Noire sembla la reconnaître. Il s'approcha plus rapidement,
venant renifler ses cheveux, ses épaules, avant de s'éloigner à nouveau. Ce jeu d'approche et de recul dura plusieurs minutes, pendant lesquelles Élodie resta d'un calme olympien. Finalement, quand l'étalon sembla suffisamment détendu, elle se leva doucement et commença à lui parler, toujours dans ce langage murmuré que personne ne comprenait. « Qu'est-ce qu'elle raconte » demanda Guillaume à son père. « Aucune idée » répondit celui-ci, les yeux rivés sur la scène. « Mais ça semble fonctionner. » En effet, Tempête Noire suivait maintenant Élodie alors qu'elle marchait lentement dans le manège, comme s'il était curieux de voir où elle allait. Elle s'arrêta près du mur et, avec une lenteur délibérée, présenta le licol à l'étalon, le laissant le renifler longuement avant de tenter de le lui passer. À la surprise de tous, Tempête Noire baissa légèrement la tête, permettant l'opération sans résistance. Les doigts d'Élodie travaillaient avec une dextérité née de l'expérience, attachant les sangles sans jamais brusquer l'animal. « C'est déjà un exploit », murmura le vétérinaire. Personne n'avait réussi à lui mettre un licol sans l'immobiliser d'abord. Élodie passa ensuite à l'étape suivante, présentant la bride. Là, l'étalon montra plus de réticence, secouant la tête plusieurs fois. Elle ne força pas, attendit, recula même d'un pas pour lui donner de l'espace. Puis elle recommença, murmurant toujours ces paroles mystérieuses. Au troisième essai, Tempête Noire accepta le mort, non sans manifester son mécontentement par un ébrouement sonore. « Et maintenant, le moment de vérité », annonça Philippe Dufresne, se penchant en avant, les coudes appuyés sur la rambarde. « Voyons si elle peut réellement le monter. » Élodie continuait son approche méthodique. Elle passa plusieurs minutes à simplement caresser l'encolure de l'étalon, descendant progressivement le long de son dos, l'habituant à son toucher. Puis, avec une grâce fluide, elle se hissa sur une barrière à hauteur du flanc de Tempête Noire. L'étalon s'agita immédiatement, sentant ce qui allait venir. Ses oreilles se plaquèrent en arrière. Un frémissement parcourut son corps puissant. « Il va la désarçonner avant même qu'elle ne soit montée », prédit Guillaume avec une satisfaction à peine dissimulée. Mais Élodie n'était pas pressée. Elle resta sur la barrière, parlant à l'étalon, attendant qu'il se calme. Quand il cessa enfin de piétiner, elle posa délicatement une main sur son dos, puis l'autre, exerçant une légère pression pour l'habituer à ce poids. Tempête Noire tourna la tête pour la regarder, l'œil méfiant mais non plus furieux. Elle soutint son regard sans ciller, continuant son murmure apaisant. Puis, dans un mouvement si fluide qu'il sembla presque au ralenti, elle se glissa sur son dos. Le temps parut se figer. L'étalon resta immobile 1 seconde, 2, 3, puis son corps entier se raidit. Tempête Noire explosa. Son corps se transforma en une tornade de muscles et de fureur. Il se cabra violemment, ses antérieurs fendant l'air, puis bondit comme s'il voulait toucher le plafond du manège. Retombant lourdement sur ses 4 jambes, il enchaîna immédiatement avec une série de ruades, son dos s'arquant tel un ressort déployé, tentant désespérément de se débarrasser de ce poids sur son dos. Philippe Dufresne se redressa d'un bond, un sourire de satisfaction cruelle aux lèvres. « Voilà », murmura-t-il, « la bête sauvage refait surface. » Le vétérinaire grimaça, anticipant déjà les blessures qu'Élodie allait subir. Mais contre toute attente, elle était toujours là, collée au dos de l'étalon comme si elle y avait été sculptée. Ses jambes longues épousaient parfaitement les flancs de Tempête Noire, ses mains agrippées à la crinière noire sans tirer, bougeant en harmonie avec chaque soubresaut. Elle ne cherchait pas à dominer l'animal, simplement à rester en selle, à l'accompagner dans sa colère. « Comment fait-elle ça » souffla Guillaume, la stupéfaction remplaçant la moquerie sur son visage. Tempête Noire continuait sa danse furieuse, galopant d'un bout à l'autre du manège, s'arrêtant brutalement pour ruer, tournant sur lui-même à une vitesse vertigineuse. La poussière s'élevait en nuages épais, auréolant la scène d'une lumière dorée presque irréelle. Et toujours, Élodie restait en selle. Son visage était tendu par l'effort. Des mèches de cheveux s'échappèrent de sa tresse, mais elle ne montrait aucun signe de panique. Ses lèvres continuaient à murmurer des paroles que personne ne pouvait entendre par-dessus le tonnerre des sabots. « Il va finir par s'épuiser », commenta le vétérinaire,
les yeux fixés sur l'étalon. Personne ne peut maintenir une telle intensité très longtemps. En effet, après ce qui sembla une éternité mais ne dura probablement pas plus de 5 minutes, les mouvements de Tempête Noire commencèrent à perdre de leur vigueur. Ses ruades devinrent moins puissantes, son galop moins frénétique. Finalement, couvert de sueur, les flancs palpitants, il ralentit jusqu'au trot, puis au pas, avant de s'arrêter complètement au centre du manège, la tête basse, vaincu par l'épuisement. Ou du moins, c'est ce que tous pensèrent. Mais Élodie savait mieux. Elle sentait sous elle un animal qui n'était pas vaincu, simplement en attente. Il évaluait la situation, réalisait que cette cavalière n'allait pas tomber comme les autres. Un nouveau type de combat s'engageait maintenant, non plus physique, mais psychologique. Lentement, elle se pencha en avant, caressant son encolure luisante de sueur. Sa voix n'était qu'un murmure, mais dans le silence qui régnait désormais dans le manège, tous purent l'entendre. « Tu t'es bien battu », dit-elle doucement en français cette fois. « Personne ne te blâme pour ça, mais je ne suis pas ton ennemi. » Tempête Noire frémit sous sa main, mais ne bougea pas. Élodie se redressa et, avec une délicatesse infinie, pressa légèrement ses talons contre les flancs de l'étalon. Une seconde de tension insoutenable s'écoula. Puis, à la stupéfaction générale, Tempête Noire avança d'un pas, puis d'un autre. Bientôt, il marchait tranquillement le long de la piste, guidé par les infimes pressions des jambes d'Élodie. « C'est impossible », chuchota Guillaume, incrédule. Son père ne répondit pas, trop absorbé par ce spectacle qui défiait tout ce qu'il pensait savoir sur le dressage des chevaux difficiles. Élodie guida l'étalon dans un cercle parfait, puis le fit changer de direction. Tempête Noire obéissait, non pas avec la soumission d'un cheval brisé, mais avec la dignité d'un partenaire qui avait choisi de coopérer. Quand elle lui demanda de s'arrêter, il le fit immédiatement, la tête haute, les oreilles dressées avec attention. « Je crois que notre démonstration est terminée », annonça Élodie, regardant directement Philippe Dufresne. Le propriétaire des écuries Bellefontaine semblait avoir vieilli de 10 ans. Son visage était pâle, ses mains crispées sur la rambarde. Il hocha la tête mécaniquement. « Le cheval est à vous », concéda-t-il d'une voix étrangement rauque. Élodie mit pied à terre avec souplesse, restant près de l'étalon qui la suivit docilement jusqu'à la sortie du manège. La petite assemblée demeurait figée, comme si elle venait d'assister à un phénomène inexplicable. « Je passerai demain avec le paiement et le van pour le transport », précisa Élodie en se tournant une dernière fois vers Dufresne. « D'ici là, personne ne l'approche sans ma présence. Est-ce clair ?» Son ton n'admettait aucune réplique, et Philippe Dufresne, malgré toute sa fortune et son influence, se contenta d'acquiescer en silence. Lorsqu'Élodie émergea du manège avec Tempête Noire, la nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Une petite foule s'était massée devant l'entrée, avide d'apercevoir la femme qui avait dompté l'étalon indomptable. Des murmures étonnés s'élevèrent en voyant l'animal marcher paisiblement à ses côtés, sans longe ni contrainte. « Écartez-vous !» ordonna Élodie d'une voix calme mais ferme. « Il a besoin d'espace. » La foule s'exécuta, ouvrant un passage vers le box qui avait été assigné à Tempête Noire. Élodie l'y conduisit, consciente des regards fixés sur elle. Une fois à l'intérieur, elle referma la porte à mi-hauteur, créant un espace d'intimité relative. L'étalon s'ébroua, comme pour se débarrasser des tensions accumulées. Élodie lui retira délicatement la bride, puis le licol, le libérant de toute contrainte. Tempête Noire secoua la tête, puis la regarda avec ce qui semblait être une nouvelle forme de respect dans ses yeux sombres. « On fait une bonne équipe, toi et moi », murmura-t-elle en lui offrant un morceau de pomme qu'elle avait glissé dans sa poche. L'étalon hésita, puis accepta la friandise, ses lèvres veloutées effleurant sa paume. Un raclement de gorge interrompit ce moment de complicité naissante. Élodie se retourna pour découvrir Philippe Dufresne, debout à l'entrée du box. « Je dois admettre que je suis impressionné », dit-il, son arrogance habituelle tempérée par une curiosité sincère. « Où avez-vous appris à monter comme ça ?» Élodie caressa l'encolure de Tempête Noire avant de répondre. « Ma grand-mère était gitane, dit-elle simplement. Elle parlait aux chevaux avant même de leur mettre un licol. Des gitans. » Dufresne ne put masquer sa surprise. « Je n'aurais jamais deviné. »
C'est mon côté maternel, précisa Élodie avec un léger sourire. Mon père était professeur d'équitation classique à Saumur. J'ai eu la chance d'apprendre les deux approches. Le propriétaire hocha la tête, tentant visiblement de réconcilier cette information avec l'image qu'il s'était faite d'Élodie. « Et comment en êtes-vous venu à travailler pour Diane Beaumont ?» Une ombre passa sur le visage d'Élodie. « C'est une longue histoire, » répondit-elle évasivement. « Disons simplement que Madame Beaumont reconnaît le talent, quelle que soit son origine. » Dufresne plissa les yeux, sentant qu'il y avait plus à découvrir. « J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez, » dit-il lentement. Diane a toujours eu des méthodes particulières. « Je connais parfaitement Madame Beaumont, » assura Élodie, son ton suggérant qu'elle n'avait aucune envie de poursuivre cette conversation. Philippe Dufresne s'apprêtait à insister quand son fils apparut à ses côtés. « Père, » interrompit Guillaume, « Monsieur Letroux souhaite vous parler de son poulain. » Dufresne hésita, puis acquiesça à contre-cœur. « Nous n'avons pas fini notre conversation, mademoiselle Mercier, » dit-il avant de s'éloigner. Guillaume s'attarda un instant, son regard allant d'Élodie à l'étalon avec une expression indéchiffrable. « Je ne sais pas comment vous avez fait, » admit-il finalement, « mais c'était impressionnant. » Élodie inclina légèrement la tête en remerciement, surprise par ce compliment inattendu. « Cela dit, » continua-t-il, sa voix prenant une inflexion plus dure, « je serais prudent si j'étais vous. Ce cheval a quelque chose d'anormal. Il comprend trop, observe trop. » « Les chevaux sont bien plus intelligents que la plupart des gens ne le pensent, » répondit-elle calmement. Guillaume secoua la tête. « Non, c'est différent. Mon père a acheté ce cheval en Espagne après avoir entendu des rumeurs, des histoires étranges sur son origine. Des superstitions locales, probablement, mais... »« Quelles histoires ?» demanda Élodie, sa curiosité piquée malgré elle. Guillaume jeta un regard nerveux à Tempête Noire, qui les observait attentivement, les oreilles pointées dans leur direction comme s'il comprenait chaque mot. « Des bêtises, » dit-il finalement. « Des légendes de paysans, que cet étalon descendrait d'une lignée spéciale, élevée dans les montagnes par une famille qui pratiquait, disons, des rituels peu orthodoxes, que ces chevaux pouvaient lire dans les pensées de leurs cavaliers. » Il eut un rire forcé. Ridicule, bien sûr. Mais après vous avoir vu aujourd'hui... Élodie garda son visage impassible, mais intérieurement, les paroles de Guillaume résonnaient étrangement. Sa grand-mère lui avait parlé de tels chevaux, de lignées préservées depuis des siècles, dotés de capacités que la science moderne ne pouvait expliquer. « Merci pour l'avertissement, » dit-elle poliment. « Mais Tempête Noire et moi, nous comprenons parfaitement. » Guillaume haussa les épaules. « Comme vous voudrez. Bonne chance avec lui. » Il s'éloigna à son tour, laissant Élodie seule avec l'étalon. Une fois certaine d'être hors de vue, elle se tourna vers Tempête Noire, plongeant son regard dans le sien. « Qu'en penses-tu » murmura-t-elle. « Y a-t-il une part de vérité dans ces histoires ?» L'étalon la fixa intensément, puis, dans un geste qui semblait presque délibéré, inclina légèrement la tête avant de se détourner pour boire dans l'abreuvoir. Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pendant un instant fugace, elle avait eu l'impression qu'il lui répondait. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Après 3 sonneries, une voix de femme, élégante mais ferme, répondit. « Alors ?» demanda simplement Diane Beaumont. « C'est fait », confirma Élodie. « Tempête Noire est à nous. »« As-tu eu des difficultés ?» Élodie hésita, repensant à sa connexion presque surnaturelle avec l'étalon. « Rien que je n'ai pu gérer. »« Parfait. » La satisfaction était palpable dans la voix de Diane. « Et personne ne se doute de rien ?»« Non, » assura Élodie, baissant instinctivement la voix. « Ils croient tous que je l'ai acheté pour le haras des brumes. »« Excellent, » approuva Diane. « Ramène-le demain comme prévu. Et Élodie, sois prudente. Ce cheval est plus important que tu ne peux l'imaginer. » La communication se termina aussi abruptement qu'elle avait commencé. Élodie rangea son téléphone, un sentiment de malaise grandissant en elle. Depuis le début, quelque chose dans cette mission lui avait paru étrange. L'insistance de Diane,
le prix exorbitant qu'elle était prête à payer, son refus d'expliquer pourquoi elle tenait tant à acquérir précisément cet étalon. Tempête Noire l'observait toujours, ses yeux intelligents semblant percer au-delà des apparences. « Dans quoi nous sommes-nous embarqués, toi et moi ?» murmura-t-elle en caressant son chanfrein. L'étalon souffla doucement, comme pour lui signifier que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. La nuit était tombée sur les écuries Bellefontaine. La plupart des visiteurs étaient repartis, laissant place à un calme relatif seulement troublé par les hennissements occasionnels et le bruissement de la paille remuée par les chevaux qui s'installaient pour la nuit. Élodie avait refusé l'invitation à dîner des Dufresne, préférant rester près de Tempête Noire. Un instinct profond lui disait de ne pas quitter l'étalon des yeux jusqu'à ce qu'il soit loin d'ici. Elle s'était installée sur une botte de foin à l'extérieur du box, une couverture sur les épaules pour se protéger de la fraîcheur nocturne. Son téléphone vibra. Un message de Diane. Des complications? Non. Tout se passe comme prévu, répondit-elle simplement. Mais en était-elle vraiment sûre? Les paroles de Guillaume résonnaient encore dans son esprit. Des rituels peu orthodoxes, des chevaux capables de lire les pensées. Élodie se considérait comme une femme rationnelle, malgré son héritage gitan. Et pourtant, ce qu'elle avait ressenti aujourd'hui avec Tempête Noire dépassait tout ce qu'elle avait connu auparavant. Cette connexion immédiate, presque surnaturelle. Un bruit de pas l'arracha à ses réflexions. Elle se redressa, sur ses gardes, pour découvrir un vieil homme qui s'approchait lentement. Elle le reconnut comme étant le vétérinaire qui avait assisté à sa démonstration. « Je me doutais que vous seriez encore là », dit-il avec un sourire bienveillant. « Je m'appelle Joseph Leroy. »« Élodie Mercier », répondit-elle, bien qu'il semblât déjà le savoir. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, commença-t-il, cherchant visiblement ses mots, c'était extraordinaire. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de semblable. » Elle haussa modestement les épaules. « J'ai simplement établi une connexion avec lui. »« Non, » insista Joseph. « C'était bien plus que ça. » Il hésita, puis baissa la voix. « Vous connaissez les rumeurs sur cet étalon, n'est-ce pas ?» Élodie se raidit imperceptiblement. « Guillaume a mentionné quelque chose, oui. » Le vétérinaire acquiesça lentement. « Ces histoires ne sont pas nouvelles. J'étais en Espagne quand Philippe a acheté Tempête Noire. Les éleveurs locaux ne voulaient pas s'en approcher. Ils l'appelaient El Brujo, le sorcier. » Élodie jeta un coup d'œil à l'étalon qui somnolait paisiblement dans son box. « Pourquoi ?»« Parce qu'il semblait savoir ce que les gens pensaient avant même qu'ils n'agissent, » expliqua Joseph. Il anticipait chaque mouvement, chaque intention. Les dresseurs qui tentaient de le briser se retrouvaient eux-mêmes brisés. Il eut un petit rire sans joie. Philippe pensait que c'était des superstitions ridicules, qu'avec assez d'argent et de force, il pourrait soumettre n'importe quel cheval. Mais vous avez vu le résultat. Élodie resta silencieuse, attendant la suite. « Ce que je me demande, » poursuivit le vétérinaire en la fixant intensément, « c'est pourquoi Diane Beaumont s'intéresse tant à lui. Elle n'achète pas de chevaux problématiques d'habitude. Son haras est connu pour ses lignées impeccables, ses champions au tempérament parfait. » Élodie détourna légèrement le regard. « Je ne suis que sa mandataire. Elle ne me consulte pas sur ses décisions d'achat. » Joseph sourit, visiblement peu convaincu. « Bien sûr, mais soyez prudente, mademoiselle Mercier. Parfois, les chevaux comme celui-ci viennent avec un prix qui n'a rien à voir avec l'argent. » Sur ces paroles énigmatiques, il s'inclina légèrement et s'éloigna, la laissant seule avec ses questions et un malaise grandissant. Élodie se tourna vers Tempête Noire, qui avait ouvert les yeux et la regardait fixement, comme s'il avait suivi chaque mot de la conversation. « Qu'est-ce qu'ils veulent tous dire ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu es vraiment ?» L'étalon se contenta de la fixer de son regard d'obsidienne, impénétrable et pourtant si expressif. Le sommeil fut difficile à trouver cette nuit-là. Élodie somnola par intermittence, se réveillant au moindre bruit. Vers 3 heures du matin, elle fut tirée de sa torpeur par un hennissement. Tempête Noire s'était redressée, les oreilles pointées vers l'extrémité du couloir des écuries. Élodie se leva silencieusement, tous ses sens en alerte.
Dans la pénombre, elle distingua une silhouette qui se faufilait entre les box. Une silhouette qu'elle reconnut immédiatement. Guillaume Dufresne. Que faisait-il là à cette heure? Elle se plaqua contre le mur, invisible dans l'obscurité. Guillaume s'approchait du box de Tempête Noire, tenant quelque chose dans sa main. Une seringue? Un calmant? Élodie s'apprêtait à intervenir quand Tempête Noire agit le premier. Dans un mouvement d'une violence inouïe, il se cabra puis frappa la porte du box de ses antérieurs. Le fracas résonna dans tout le bâtiment. Guillaume sursauta et recula précipitamment, lâchant ce qu'il tenait. « Que faites-vous » lança Élodie en sortant de l'ombre. Guillaume blêmit, visiblement pris au dépourvu. « Je vérifiais juste que tout allait bien » balbutia-t-il. « Avec une seringue » Élodie désigna l'objet tombé au sol. « Ce n'est qu'un léger tranquillisant » se défendit-il en retrouvant son arrogance. « Pour qu'il voyage calmement demain. Une simple précaution. » « Une précaution que je n'ai pas demandée » répliqua Élodie froidement. « Tempête Noire est sous ma responsabilité maintenant. Personne ne l'approche sans mon autorisation. Personne. » Guillaume pinça les lèvres, la colère déformant momentanément ses traits. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Ce cheval est dangereux. »« Il n'est dangereux que pour ceux qui veulent le soumettre par la force, » rétorqua-t-elle. « Maintenant, partez avant que je n'informe votre père de vos précautions nocturnes. » Après un instant d'hésitation, Guillaume tourna les talons et disparut dans l'obscurité. Élodie ramassa la seringue et l'examina à la faible lueur qui filtrait par les fenêtres. Le liquide qu'elle contenait ne ressemblait pas à un simple tranquillisant. Elle l'empocha, déterminée à la faire analyser dès que possible. « Ils ont vraiment peur de toi » murmura-t-elle à Tempête Noire qui l'observait avec une intensité troublante. « Ou de ce que tu représentes. » Le reste de la nuit passa sans autre incident, mais Élodie ne dormit plus, montant la garde jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Quand le soleil se leva enfin, elle était déjà en train de préparer le départ. Le van qu'elle avait loué devait arriver à 8 heures précises, et elle voulait être prête bien avant. Elle s'occupa personnellement de Tempête Noire, le brossant avec soin, vérifiant ses jambes, s'assurant qu'il était en parfaite condition pour le voyage. À 7h30, Philippe Dufresne apparut, impeccable dans son costume sur mesure malgré l'heure matinale. Il tenait un dossier à la main. « Les papiers de vente et le pédigré » expliqua-t-il en les tendant à Élodie. « Tout est en règle. » Elle feuilleta rapidement les documents, notant que le pédigré semblait étrangement succinct pour un cheval de cette valeur. Les informations sur ses ancêtres ne remontaient qu'à 2 générations, puis s'arrêtaient brusquement avec une mention vague. Lignée andalouse traditionnelle. « C'est tout ce que vous avez sur ses origines » demanda-t-elle, suspicieuse. Philippe haussa les épaules. « C'est tout ce que l'éleveur espagnol m'a fourni. Vous connaissez ces vieilles familles d'éleveurs des montagnes. Ils tiennent leurs registres à l'ancienne, mais je vous assure que sa lignée est pure. » Élodie n'insista pas, mais cette nouvelle zone d'ombre venait s'ajouter à toutes les autres qui entouraient Tempête Noire. À 8 heures précises, un camion-van rutilant arriva aux écuries. Ce n'était pas le modèle basique qu'Élodie avait loué, mais un véhicule haut de gamme, spacieux et parfaitement équipé. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné, descendit et se présenta. « Marcel Toussaint, mademoiselle. Madame Beaumont m'a envoyé personnellement pour assurer le transport. » Élodie ne put cacher sa surprise. « Je ne savais pas que Diane enverrait son propre van. »« Madame a insisté, » répondit simplement Marcel. « Elle veut que l'étalon voyage dans les meilleures conditions possibles. » Un nouvel indice de l'importance que Diane accordait à Tempête Noire. Élodie hocha la tête et procéda au chargement. Contrairement à ce que tous craignaient, l'étalon suivit Élodie docilement jusqu'au van et y monta sans la moindre hésitation, comme s'il était impatient de quitter cet endroit. Tandis que Marcel sécurisait les portes arrière, Philippe Dufresne s'approcha d'Élodie une dernière fois. « J'espère que Diane sait ce qu'elle fait, » dit-il à voix basse. « Ce cheval n'est pas comme les autres. » Élodie le fixa avec un mélange de curiosité et de méfiance. Pourquoi l'avoir acheté alors? Et pourquoi le vendre maintenant? Le visage de Philippe se ferma. Certaines acquisitions sont des erreurs, même pour les meilleurs connaisseurs.
Quant à le vendre, il hésita. Disons que parfois, il vaut mieux se débarrasser d'un problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Sur ces paroles énigmatiques, il lui tendit la main pour un dernier au revoir formel. Élodie la serra brièvement, ressentant un étrange soulagement à l'idée de quitter enfin les écuries Bellefontaine. « Tout est prêt, mademoiselle », annonça Marcel. « Nous pouvons y aller. » Élodie monta à l'avant du van, jetant un dernier regard aux écuries par la vitre. Elle aperçut Guillaume qui les observait depuis une fenêtre de la maison principale, son expression indéchiffrable. Le vétérinaire, Joseph Leroy, se tenait près des portes, une inquiétude visible sur son visage âgé. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Marcel en démarrant le moteur. Élodie secoua la tête. « Non, partons d'ici. » Le van s'engagea sur la route, laissant derrière lui un nuage de poussière et une multitude de questions sans réponse. Élodie se sentait partagée entre le soulagement d'avoir accompli sa mission et une appréhension grandissante quant à ce qui l'attendait au haras des Brumes. « Madame m'a dit de prendre l'itinéraire par les montagnes », informa Marcel après quelques kilomètres. « C'est plus long mais plus tranquille. Elle pensait que ce serait mieux pour les talons. » Élodie acquiesça distraitement, son esprit toujours préoccupé par les événements des dernières 24 heures. « Vous l'avez vraiment monté à cru ?» demanda soudain Marcel, un respect évident dans sa voix. « Ce cheval que personne n'avait réussi à approcher ?»« Les nouvelles vont vite, » constata-t-elle avec un léger sourire. « Madame m'a tout raconté, » confirma-t-il. Elle était très impressionnée, et croyez-moi, Madame Beaumont n'est pas facilement impressionnée. « Nous avons juste connecté », expliqua Élodie, ne trouvant pas de meilleure façon de décrire ce qui s'était passé. Marcel lui jeta un regard en coin. « Comme votre grand-mère avec les chevaux sauvages des Camargues ?» Élodie se raidit. « Comment connaissez-vous ma grand-mère ?»« Madame Beaumont connaît tout sur ses employés, » répondit Marcel comme si c'était une évidence. « C'est pour ça qu'elle vous a choisi pour cette mission. Elle disait que vous étiez la seule à pouvoir approcher ce cheval. » Les paroles de Marcel confirmaient ce qu'Élodie soupçonnait déjà. Diane n'avait jamais douté de sa capacité à conquérir Tempête Noire. Elle l'avait choisi précisément pour cela, pour ce lien particulier qu'elle pouvait établir avec les chevaux les plus difficiles. Mais pourquoi tant de mystère? Pourquoi ne pas lui avoir expliqué clairement les enjeux? « Combien de temps jusqu'au haras des Brumes ?» demanda-t-elle, préférant changer de sujet. « Par cet itinéraire ?»« Environ 6 heures, » estima Marcel. « Nous serons là-bas en début d'après-midi. Madame nous attend avec impatience. » Élodie hocha la tête et se tourna vers la vitre, observant le paysage qui défilait. Bientôt, les plaines cédèrent la place aux premières collines, annonçant les montagnes du Jura où se nichait le haras des Brumes. Derrière elle, dans le compartiment du van, Tempête Noire restait étonnamment calme, comme s'il savait exactement où il allait. Et peut-être le savait-il, songea Élodie. Peut-être savait-il bien plus de choses qu'un cheval n'était censé savoir. Le haras des Brumes méritait bien son nom. Niché dans une vallée encaissée du Jura, à plus de 1000 mètres d'altitude, l'endroit semblait perpétuellement enveloppé d'une fine brume, même par les journées les plus ensoleillées. Alors que le van s'engageait sur le chemin privé menant au domaine, Élodie sentit un changement subtil dans l'atmosphère. L'air devint plus frais, plus dense, chargé d'une humidité qui faisait scintiller la lumière à travers les branches des sapins centenaires. « On dirait que le temps change », remarqua Marcel en ralentissant pour négocier un virage serré. En effet, le ciel bleu qui les avait accompagnés durant la majeure partie du voyage cédait progressivement la place à une couverture nuageuse. Mais Élodie savait que ce n'était pas simplement une question de météo. Le haras des Brumes créait son propre microclimat, un phénomène que Diane Beaumont avait soigneusement étudié avant d'établir son domaine ici, loin des circuits équestres traditionnels. Après un dernier tournant, les bâtiments apparurent enfin. Contrairement aux écuries Bellefontaine, avec leur architecture ostentatoire et leurs façades immaculées, le haras des Brumes avait opté pour une intégration harmonieuse dans son environnement. Les écuries, construites en pierre locale et en bois sombre, semblaient émerger naturellement du paysage montagneux. Seule la taille du domaine, Élodie apercevait au moins 6 bâtiments principaux dispersés sur plusieurs hectares, trahissait la fortune considérable de sa propriétaire. Marcel gara le van devant le bâtiment central. À peine avait-il coupé le moteur
qu'une silhouette élancée émergea de l'entrée, suivie par 2 palefreniers en uniforme discret. Diane Beaumont. Même à 62 ans, l'ancienne championne olympique conservait une prestance impressionnante. Grande, mince, le port altier, ses cheveux argentés coupés en un carré impeccable, elle s'avançait d'un pas assuré, vêtue d'une tenue d'équitation sur mesure. Son visage aux traits aristocratiques demeurait remarquablement préservé, à l'exception de fines rides au coin des yeux. Seule trace des années passées à scruter les horizons depuis le dos de ses chevaux. « Vous avez fait bon voyage ?» demanda-t-elle sans préambule, lorsqu'Élodie descendit du van. « Sans incident », confirma la jeune femme. Tempête Noire a été étonnamment calme. Un sourire énigmatique étira les lèvres de Diane. Il savait où il allait. Cette remarque, étrangement similaire aux pensées qu'Élodie avait eues durant le trajet, accentua son malaise. Mais elle n'eut pas le temps de s'y attarder, car Diane se dirigeait déjà vers l'arrière du véhicule. « Faites-le sortir », ordonna-t-elle au palefrenier. Doucement. Les 2 hommes échangèrent un regard nerveux avant d'obéir. Élodie s'interposa. « Je vais m'en charger », dit-elle fermement. « Il ne connaît pas encore vos hommes. » Diane l'étudia un instant, puis acquiesça. « Comme vous voudrez. » Élodie ouvrit la rampe arrière et entra dans le van. Tempête Noire l'accueillit par un léger hennissement de reconnaissance. Elle le détacha et le guida doucement vers la sortie. L'étalon hésita un bref instant en arrivant à l'air libre, humant profondément l'atmosphère chargée d'humidité et d'essence forestière. Puis, avec une assurance surprenante, il descendit la rampe et posa ses sabots sur le sol du haras des brumes. Diane s'approcha lentement, ses yeux gris fixés sur l'animal avec une intensité presque palpable. Pour la première fois depuis qu'Élodie la connaissait, elle semblait véritablement émue, une vulnérabilité inhabituelle transparaissant brièvement sur son visage, habituellement impassible. « Il est magnifique », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres, exactement comme dans mes souvenirs. Élodie fronça les sourcils. « Vos souvenirs ?» Diane sembla se ressaisir instantanément. « Les photos que j'ai vues, bien sûr, » précisa-t-elle avec un geste vague de la main. « Emmenez-le au box préparé spécialement. Pavillon Est, box numéro 1. » Le pavillon Est. Élodie connaissait sa réputation. C'était le bâtiment le plus isolé du haras, réservé aux chevaux d'exception, ceux que Diane Beaumont considérait comme les joyaux de sa collection. Rares étaient les employés autorisés à y pénétrer. « Je veux que vous vous occupiez personnellement de son installation, » poursuivit Diane. « Nous discuterons ensuite dans mon bureau. » Elle tourna les talons sans attendre de réponse, laissant Élodie avec l'impression étrange que, d'une certaine façon, son rôle dans cette histoire ne faisait que commencer. Le pavillon Est se dressait à environ 300 mètres du bâtiment principal, séparé des autres écuries par un petit bois de bouleaux argentés. À mesure qu'Élodie s'en approchait, guidant Tempête Noire qui la suivait avec une confiance tranquille, elle remarqua plusieurs détails inhabituels. Contrairement aux autres structures du domaine, celui-ci était entièrement construit en pierre, sans aucune fenêtre donnant sur l'extérieur. La seule ouverture visible était une lourde porte en chêne sculptée, ornée de motifs complexes qu'Élodie reconnut avec stupeur, des symboles gitans ancestraux, similaires à ceux que sa grand-mère traçait parfois dans la poussière, tout en murmurant d'anciennes incantations. Un frisson parcourut son échine. Comment Diane Beaumont, cette aristocrate française, connaissait-elle ces symboles de protection que même Élodie ne maîtrisait qu'imparfaitement? La porte s'ouvrit silencieusement à son approche, actionnée de l'intérieur par un homme âgé qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand et mince, avec une longue barbe blanche soigneusement taillée, il portait une tenue de palefrenier qui semblait étrangement anachronique, comme issue d'un autre siècle. « Bienvenue, mademoiselle Mercier », dit-il avec un léger accent qu'elle ne put identifier. « Je suis Gabriel, le gardien du pavillon Est. » Il se tourna vers Tempête Noire et s'inclina légèrement, un geste de respect qu'Élodie n'avait jamais vu un humain adresser à un cheval. « Et bienvenue à toi, Sombra », ajouta-t-il dans un murmure. « Sombra » répéta Élodie, confuse. Gabriel parut momentanément embarrassé. « C'est ainsi que nous l'appellerons désormais », expliqua-t-il rapidement. « Madame Beaumont préfère ce nom à celui qu'il portait avant. » Élodie hocha la tête,
bien que cette explication ne dissipe pas entièrement son trouble. Elle suivit Gabriel à l'intérieur du pavillon et fut immédiatement saisie par l'atmosphère du lieu. Contrairement à l'extérieur austère, l'intérieur était d'une beauté saisissante. Baigné d'une lumière douce provenant de puits de lumière habilement dissimulés dans la structure, l'espace était organisé en cercle autour d'une cour intérieure où coulait une fontaine alimentée par une source naturelle. 8 boxes spacieux s'ouvraient sur cette cour centrale, mais seul l'un d'eux semblait occupé. Elle entendait le hennissement d'une jument au fond du bâtiment. « Par ici », indiqua Gabriel, conduisant Élodie vers le premier box, directement face à l'entrée. La stalle était 2 fois plus grande que celle des écuries standards, avec un sol recouvert d'une épaisse litière de paille fraîche. Une mangeoire en pierre polie contenait déjà du foin de montagne et des céréales de qualité supérieure. Dans un coin, un abreuvoir alimenté par la même source que la fontaine offrait une eau cristalline. « C'est remarquable », admit Élodie, impressionnée malgré ses réserves. Gabriel sourit, visiblement satisfait de sa réaction. « Nous préparons cet espace depuis des semaines. » Des semaines. Mais Diane n'avait décidé d'acquérir Tempête Noire. Ou plutôt Sombra, que récemment, non? Du moins, c'est ce qu'elle avait laissé entendre à Élodie. Sans attendre de permission, Tempête Noire entra dans le box comme s'il reconnaissait un espace familier. Il s'ébroua, puis commença tranquillement à explorer son nouveau territoire. « Il se sent chez lui », remarqua Gabriel avec un sourire énigmatique. « Bien sûr. » Élodie se tourna vers lui, de plus en plus perplexe. « Que voulez-vous dire par « bien sûr » ?» Le vieil homme sembla sur le point de répondre quand la porte du pavillon s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Diane Beaumont. Son regard balaya rapidement la scène. « Je vois que notre invité s'installe, » dit-elle. « Parfait. Gabriel, assurez-vous qu'il ne manque de rien. Élodie, venez avec moi. » Sans laisser à la jeune femme le temps de protester, Diane ressortit, attendant clairement qu'Élodie la suive. Cette dernière jeta un dernier regard à Tempête Noire, ou Sombra, qui l'observait avec ce qui ressemblait étrangement à de la compassion. « Ne vous inquiétez pas pour lui », assura Gabriel en ouvrant la porte du box pour lui permettre de sortir. Il est exactement où il doit être. À contre-cœur, Élodie suivit Diane à travers le petit bois de bouleaux, puis le long d'un sentier pavé menant à la résidence principale. Contrairement aux écuries, la demeure de Diane Beaumont était moderne, tout en verre et en acier, conçue pour offrir une vue panoramique sur la vallée brumeuse. Elles entrèrent dans un bureau épuré où dominaient les tons blancs et gris. Des étagères en verre accueillaient une impressionnante collection de trophées et médailles, témoignant du passé glorieux de leurs propriétaires. Sur les murs, des photographies en noir et blanc retraçaient la carrière équestre de Diane, depuis ses débuts comme jeune prodige jusqu'à son triomphe olympique à l'âge de 30 ans. Diane s'installa derrière un bureau en verre et fit signe à Élodie de prendre place face à elle. « Du thé ?» proposa-t-elle, en désignant un service en porcelaine fine posé sur une console. « Non, merci », déclina poliment Élodie. « J'aimerais comprendre ce qui se passe réellement. » Un sourire froid étira les lèvres de Diane. « Direct. J'apprécie cette qualité chez vous. » Elle se leva et se dirigea vers une bibliothèque dissimulée dans le mur. Après avoir activé un mécanisme invisible, elle en retira un coffret en bois ancien qu'elle déposa sur le bureau. « Savez-vous pourquoi je vous ai choisi pour cette mission, Élodie ? Vous me l'avez dit, pour mes compétences avec les chevaux difficiles. C'est partiellement vrai, » concéda Diane. « Mais la raison principale est votre héritage. » Élodie se raidit. « Mon héritage gitan ? Votre grand-mère n'était pas une gitane ordinaire, » précisa Diane en ouvrant le coffret. Elle appartenait à la lignée des cavaliers du crépuscule, une très ancienne famille de gardiens. « Gardiens de quoi ?» demanda Élodie, partagée entre l'incrédulité et une curiosité mêlée d'appréhension. Diane sortit délicatement du coffret un vieux livre relié de cuir, si ancien que les pages semblaient prêtes à tomber en poussière au moindre contact. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant des pages couvertes d'une écriture manuscrite et d'illustrations détaillées de chevaux aux expressions étonnamment humaines. « Gardien des chevaux des brumes », répondit enfin Diane. « Des créatures que certains appelleraient magiques, faute d'un meilleur terme.
des chevaux dotés d'une intelligence et de capacités qui dépassent l'entendement humain. Elle tourna le livre vers Élodie, lui montrant une illustration particulière. Un étalon noir aux yeux sombres et perçants, d'une ressemblance frappante avec Tempête Noire, ou, comme nous les appelons dans la tradition, les Sombras. Élodie fixait l'illustration. Une sensation de vertige s'emparant d'elle. Les traits du cheval dessinés des siècles auparavant étaient incontestablement ceux de Tempête Noire, la même encolure puissante, la même expression intense dans le regard, jusqu'à cette petite tache blanche à peine visible sous la crinière. « C'est impossible », murmura-t-elle. « Ce livre doit avoir plusieurs centaines d'années. 500 ans, pour être précise, confirma Diane. Et pourtant, la ressemblance est indéniable, n'est-ce pas ? Élodie referma brusquement le livre, comme si son contact la brûlait. Qu'essayez-vous de me faire croire ? Que Tempête Noire est… Quoi ? Le même cheval que celui de cette illustration ? Qu'il a 500 ans ? Le rire de Diane résonna dans le bureau. Un son cristallin mais dépourvu de véritable chaleur. Non, bien sûr que non. Même les Sombras ne sont pas immortels. Mais ils se réincarnent, Élodie. À travers les siècles, dans la même lignée pure, conservant les souvenirs et la sagesse de leurs vies antérieures. C'est de la folie, murmura Élodie en se levant. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je n'y participerai pas. Diane resta parfaitement calme. Votre grand-mère ne vous a-t-elle jamais parlé des chevaux qui portent l'âme des anciens? Des montures qui choisissent leurs cavaliers plutôt que l'inverse? Élodie s'immobilisa, frappée par le souvenir soudain de sa grand-mère, lui racontant précisément ces histoires au coin du feu. Des contes qu'elle avait pris pour de simples légendes gitanes, des superstitions pittoresques d'un autre temps. « Ce ne sont que des histoires, » dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Alors comment expliquez-vous ce qui s'est passé aux écuries Bellefontaine ?» insista Diane. « Comment un étalon réputé impossible à monter vous a-t-il accepté instantanément ? Comment avez-vous su exactement quels mots murmurer à son oreille, des mots dans une langue que vous ne parlez même pas couramment ?» Élodie sentit un frisson parcourir son échine. C'était vrai. Les mots qu'elle avait murmurés à Tempête Noire lui étaient venus instinctivement, comme s'ils remontèrent d'une mémoire enfouie. « Comment savez-vous ce que j'ai dit à ce cheval ?» demanda-t-elle, suspicieuse. « Parce que ce sont les mêmes mots que tous les cavaliers du crépuscule ont toujours utilisés pour communiquer avec les Sombras, » répondit Diane. « Des mots transmis de génération en génération, souvent sans même que ceux qui les prononcent en comprennent pleinement le sens. » Élodie se rassit lentement, submergée par un mélange de confusion et de fascination. « Admettons un instant que je vous croie. Que sont exactement ces chevaux des brumes, et pourquoi semble-t-il si important pour vous ?» Diane referma délicatement le vieux livre et le remit dans son coffret avant de répondre. Les Sombras sont les derniers descendants d'une lignée de chevaux élevés il y a des millénaires par une civilisation aujourd'hui oubliée. Une civilisation qui avait découvert comment créer un lien télépathique permanent entre certains humains et ces chevaux exceptionnels. Elle se leva et se dirigea vers la baie vitrée, contemplant la vallée brumeuse en contrebas. Ils ne sont pas magiques au sens surnaturel du terme. Ils sont simplement évolués différemment. Leur cerveau s'est développé d'une façon unique, leur permettant de comprendre le langage humain, de ressentir nos émotions et même, dans certains cas, de communiquer directement avec l'esprit de leur cavalier choisi. « Le cavalier choisi », répéta Élodie, se souvenant des mots exacts que sa grand-mère utilisait. « Vous pensez que je suis… » « Je n'en suis pas certaine, » admit Diane en se retournant. « Mais votre réaction face à son bras, et la sienne face à vous, suggèrent une forte compatibilité. C'est extrêmement rare, Élodie. Même parmi les descendants des cavaliers du crépuscule, peu sont ceux qui établissent une véritable connexion avec un Sombra. » Élodie se massa les tempes, essayant d'assimiler toutes ces informations. « Et vous ? Quel est votre rôle dans tout cela ? Vous n'êtes manifestement pas une gitane. » Un sourire énigmatique étira les lèvres de Diane. « Non, en effet, je suis une gardienne. Ma famille protège les secrets des Sombras depuis presque aussi longtemps que la vôtre établit des liens avec eux. Nous travaillons en tandem depuis des siècles, même si nos chemins se sont parfois séparés.
Elle revint s'asseoir derrière son bureau. Il fut un temps où les Sombras étaient nombreux, répartis à travers l'Europe sous la protection de diverses familles. Mais au fil des siècles, avec l'industrialisation, les guerres et la disparition progressive des anciennes croyances, leur nombre a diminué. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une poignée. « Combien exactement ?» demanda Élodie. « 5, répondit Diane. 3 juments et 2 étalons, dont Sombra. Et ils sont tous ici, au Haras des Brumes. J'ai passé ma vie à les retrouver et à les ramener en sécurité. » Élodie commençait à comprendre. « C'est pour ça que vous m'avez embauché il y a 3 ans. Pas pour mes compétences en dressage, mais à cause de mon héritage. » Diane inclina la tête en signe d'assentiment. « J'ai suivi votre carrière depuis vos débuts, votre façon de communiquer avec les chevaux les plus difficiles. C'était le signe que je recherchais. Mais je devais être sûr avant de vous révéler la vérité. Et comment avez-vous découvert l'existence de tant de Sombras chez les Dufresne? Je ne l'ai pas découvert. Je l'ai toujours su. » Le visage de Diane se durcit. Philippe Dufresne a volé cet étalon à son propriétaire légitime en Espagne, un vieil homme qui était l'un des derniers gardiens locaux. Il a utilisé son argent et ses avocats pour s'approprier ce qu'il ne pouvait comprendre. Élodie se souvenait maintenant des zones d'ombre dans le pédigré de l'étalon, de l'explication vague de Dufresne sur ses origines. « Vous auriez pu l'acheter directement, fit-elle remarquer. Pourquoi cette mise en scène avec les enchères? Philippe ne m'aurait jamais vendu ce cheval, expliqua Diane. Il existe une inimitié de longue date entre nos familles. Il ignorait que Tempête Noire était un Sombra, mais il savait que ce cheval avait quelque chose de spécial. S'il avait su que je le voulais, il aurait refusé de le vendre, peu importe le prix. Alors vous m'avez utilisé, conclut Élodie, une pointe d'amertume dans la voix. Je vous ai donné l'opportunité de rencontrer votre destin, corrigea Diane. Il y a une différence. Un silence s'installa entre elles, lourd de non-dits et de questions en suspens. Finalement, Élodie posa celle qui la taraudait le plus. « Pourquoi maintenant? Pourquoi me révéler tout cela aujourd'hui ?» Le visage de Diane s'assombrit. « Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Les Sombras sont en danger, Élodie. Et pas seulement à cause de leur rareté. Il y a des gens, des organisations qui connaissent leur existence et qui les convoitent pour des raisons moins nobles que la préservation d'un héritage ancestral. » Quel genre d'organisation? Des gens puissants, qui croient que le lien télépathique des Sombras pourrait être étudié, reproduit, peut-être même exploité à des fins militaires ou commerciales. Diane se pencha en avant. Imaginez un instant. Des chevaux capables de comprendre des ordres complexes sans entraînement, d'anticiper les mouvements de leurs cavaliers avant même qu'ils ne les formulent, de communiquer silencieusement sur de longues distances. Élodie frissonna en imaginant les implications. « Et vous pensez que les Dufresne font partie de ces gens ?»« Je ne sais pas, » admit Diane. « Philippe est avant tout un homme d'affaires opportuniste. Mais l'attaque contre Sombra cette nuit aux écuries Bellefontaine n'était pas une simple tentative de le tranquilliser pour le transport. » Élodie tressaillit. « Comment savez-vous pour la seringue ? Marcel m'a tout raconté pendant que vous installiez Sombra. Avez-vous toujours cette seringue ?» Élodie acquiesça et la sortit de sa poche. Diane l'examina avec précaution. « Comme je le pensais, ce n'est pas un tranquillisant ordinaire. C'est un composé neurologique expérimental. Injecté à un cheval normal, il provoquerait probablement une crise fatale. Mais sur un Sombra, quel effet aurait-il eu? Il aurait supprimé temporairement ses capacités spéciales, le réduisant à l'état d'un cheval ordinaire, mais suffisamment docile pour être transporté et étudié ailleurs. » Diane reposa la seringue. Quelqu'un voulait s'assurer que Sombra ne quitterait jamais les écuries Bellefontaine dans sa pleine possession de ses capacités. La question est, qui? Guillaume agissait-il sur ordre de son père, ou pour quelqu'un d'autre? C'est ce que nous devons découvrir, dit gravement Diane. Mais en attendant, nous devons nous préparer. Si nos ennemis ont découvert l'existence de Sombra, ils savent probablement déjà pour les autres. Le Haras des Brumes n'est plus aussi sûr qu'il l'était. Elle se leva, signalant la fin de leur entretien. Reposez-vous aujourd'hui. Demain, vous commencerez votre véritable entraînement avec Gabriel. Il vous enseignera les anciennes techniques des cavaliers du crépuscule, si tant est que vous acceptiez ce rôle.
Élodie se leva à son tour, encore étourdie par toutes ces révélations. « Et si je refuse? Si je décide que tout cela est trop incroyable pour moi ?» Le regard de Diane se fit perçant. « Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez, Élodie. Mais demandez-vous d'abord, pourriez-vous vraiment tourner le dos à Sombra maintenant que vous avez établi ce lien? Maintenant que vous savez ce qu'il est vraiment ?» La question resta suspendue entre elles, et Élodie réalisa avec un mélange de fascination et d'appréhension qu'elle connaissait déjà la réponse. Depuis l'instant où ses yeux avaient croisé ceux de l'étalon noir dans l'enclos des écuries Bellefontaine, quelque chose s'était éveillé en elle, un savoir ancien, un appel qu'elle ne pouvait ignorer. « Je vais réfléchir », dit-elle néanmoins, préservant une dernière parcelle d'indépendance. « Bien sûr », acquiesça Diane avec un sourire qui suggérait qu'elle connaissait déjà la décision finale d'Élodie. « Votre chambre est prête dans la résidence principale. Mais peut-être souhaiterez-vous d'abord retourner auprès de Sombra. Ces premières heures de connexion sont précieuses. » Élodie hocha la tête, reconnaissante de cette suggestion qui correspondait exactement à son désir. Malgré toutes ces questions et ces doutes, une chose était certaine. Elle ressentait un besoin presque physique de retourner auprès de l'étalon noir, comme si un fil invisible les reliait. « Une dernière chose », ajouta Diane alors qu'Élodie atteignait la porte. « Quoi que vous décidiez, souvenez-vous que le monde que je viens de vous révéler doit rester secret, pour votre sécurité, pour celle des Sombra, et pour préserver un héritage qui transcende nos existences individuelles. » Élodie acquiesça gravement, comprenant soudain le poids de la responsabilité qui venait de se poser sur ses épaules. Le chemin de retour vers le pavillon Est parut à la fois plus long et plus court à Élodie, son esprit tourbillonnant sous le poids des révélations. La brume s'était épaissie dans la vallée, enveloppant les bâtiments du haras dans un voile laiteux qui semblait désormais chargé de mystère et non plus simplement d'humidité. Tout ce qu'elle croyait savoir sur les chevaux, sur son propre héritage, sur le monde même qu'elle habitait, venait d'être bouleversé en l'espace d'une conversation. Et pourtant, une part d'elle-même n'était pas réellement surprise. Comme si quelque part, dans un recoin de sa conscience, elle avait toujours su que les histoires de sa grand-mère n'étaient pas de simples contes, mais des vérités voilées transmises à travers les générations. Lorsqu'elle pénétra dans le pavillon Est, un silence feutré l'accueillit, troublé seulement par le murmure de la fontaine centrale. Gabriel était assis sur un banc de pierre près de l'eau, semblant l'attendre. Il se leva à son approche. « Vous avez beaucoup de questions, » dit-il sans préambule. Ce n'était pas une question, mais une constatation tranquille. Élodie acquiesça. « Plus que je ne saurais en formuler pour l'instant. »« C'est toujours ainsi au début, » répondit Gabriel avec un léger sourire. « Vos ancêtres ont connu le même trouble quand ils ont découvert leur héritage. Vous parlez comme si vous les aviez connus personnellement. » Le vieil homme se contenta de sourire, énigmatique. « L'important n'est pas ce que je sais, mais ce que vous allez apprendre. Venez, il vous attend. » Il la guida vers le box où Sombra avait été installé. L'étalon était debout, immobile, son regard sombre fixé sur la porte comme s'il avait senti leur approche. Quand Élodie s'avança, il tendit le cou par-dessus la porte, ses naseaux frémissant légèrement. « Il est inquiet pour vous », commenta Gabriel. Élodie tourna brusquement la tête vers lui. « Comment pouvez-vous le savoir ?»« Je le lis dans sa posture, dans ses yeux. Et vous aussi, vous le savez, n'est-ce pas? Vous l'avez toujours su. Cette capacité à comprendre ce que les chevaux ressentent, ce n'est pas seulement de l'expérience ou de l'intuition. » Élodie caressa doucement l'encolure de son bras, sentant sous ses doigts le pouls régulier et puissant de l'animal. « Ma grand-mère disait que j'avais l'oreille des chevaux, qu'ils me parlèrent d'une façon que peu de gens pouvaient comprendre. » « Et elle avait raison, » confirma Gabriel. « C'est le don des cavaliers du crépuscule. Mais ce que vous avez fait avec Sombra aux écuries Bellefontaine, c'était bien plus que cela. C'était le début d'un véritable lien, d'une connexion qui se forge peut-être une fois par génération. » Il ouvrit la porte du box, invitant Élodie à entrer. « Aujourd'hui, nous allons faire le premier pas pour renforcer cette connexion. Êtes-vous prête ?» Élodie hésita, puis franchit le seuil. Sombra recula légèrement pour lui faire place, mais ses yeux ne la quittèrent pas. Gabriel referma la porte derrière elle, les laissant seuls. « La première leçon est simple.
expliqua-t-il depuis l'extérieur. Asseyez-vous face à lui et plongez votre regard dans le sien. Ne pensez à rien en particulier. Laissez votre esprit ouvert, comme une page blanche sur laquelle il pourrait écrire. Élodie s'assit sur la paille fraîche, jambes croisées comme elle l'avait fait lors de leur première rencontre. Son bras resta debout un moment, puis, à sa grande surprise, fléchit lentement les genoux jusqu'à s'allonger face à elle, sa tête noble à hauteur de son visage. Leurs regards se croisèrent. Au début, Élodie ne ressentit rien de particulier, hormis cette connexion naturelle qu'elle avait toujours eue avec les chevaux. Puis, progressivement, quelque chose changea. Les yeux de Sombra semblèrent s'approfondir, devenir plus vastes, comme des puits sans fond dans lesquels elle pouvait se perdre. Un vertige la saisit. Des images commencèrent à défiler dans son esprit. Des plaines verdoyantes, sous un ciel immense, le galop effréné à travers des forêts ancestrales, le vent dans une crinière noire. Des sensations qui n'étaient pas les siennes, des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus. « C'est ça », murmura Gabriel depuis l'extérieur. « Ne résistez pas, laissez-le vous montrer. » Les images s'intensifièrent. Elle vit des hommes et des femmes en costume d'une autre époque, montant des chevaux noirs semblables à son bras. Elle ressentit leur lien, profond et indestructible. Puis vinrent des scènes plus sombres, des poursuites, des chevaux tombant sous les balles, des écuries en flammes, des séparations déchirantes. Et soudain, une vision plus récente. Un vieil homme aux traits burinés, aux yeux doux, caressant le chanfrein de son bras dans une modeste écurie de montagne espagnole. Une affection profonde, une confiance absolue. Puis des hommes en costume, des papiers brandis, des voix élevées, la peur et la confusion. Des mains rudes, un transport forcé. Les écuries Bellefontaine. La solitude, la colère. Élodie haleta, rompant momentanément la connexion. Des larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle s'en soit rendue compte. « Son ancien maître », dit-elle d'une voix brisée. « Ils l'ont arraché à lui. »« Oui », confirma Gabriel. « Don Miguel était le dernier des gardiens espagnols. Il a élevé son bras depuis sa naissance, mais il était vieux et malade. Dufresne a profité de sa vulnérabilité pour s'approprier ce qu'il croyait être simplement un étalon de grande valeur. Mais comment ? Elle s'interrompit, comprenant soudain. Son bras vient de me montrer ces images, n'est-ce pas ? Ce sont ses souvenirs. Gabriel acquiesça. Le lien télépathique commence toujours ainsi, par des images, des émotions. Avec le temps et la pratique, il deviendra plus précis, plus contrôlé. Vous pourrez communiquer des pensées plus complexes, même à distance. Élodie se tourna à nouveau vers son bras, dont le regard semblait maintenant empreint d'une sagesse millénaire. « Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé », murmura-t-elle. « Pour Don Miguel. » L'étalon tendit doucement son museau vers son visage, effleurant sa joue comme pour essuyer ses larmes. « Il comprend », assura Gabriel, « et il sait que vous êtes là pour lui maintenant. » Ils passèrent les heures suivantes dans une communion silencieuse, Élodie s'ouvrant progressivement aux images et sensations que son bras partageait avec elle. Gabriel les guidait patiemment, suggérant des exercices simples, visualiser un objet et voir si son bras pouvait le reconnaître, ressentir une émotion particulière et observer sa réaction. À sa grande surprise, Élodie découvrit que la communication fonctionnait dans les deux sens. Parfois, c'était elle qui recevait des images de la part de l'étalon, des paysages qu'il avait connus, des personnes qui avaient à compter pour lui, et même, étrangement, des fragments de vies antérieures qui semblaient remonter à des époques lointaines. Les Sombra conservent les souvenirs de leurs incarnations précédentes, expliqua Gabriel quand elle lui fit part de cette découverte. Pas de manière complète ou organisée, plutôt comme des rêves ou des impressions. C'est ce qui les rend si exceptionnels. Ils portent en eux la sagesse accumulée à travers les siècles. Alors que le jour déclinait, baignant le pavillon est d'une lumière dorée filtrant à travers les puits de lumière, Élodie réalisa qu'elle n'avait ni mangé ni bu depuis son arrivée. Pourtant, elle ne ressentait ni faim ni fatigue, comme si la connexion avec Sombra l'avait nourrie d'une énergie différente. « C'est assez pour aujourd'hui », déclara finalement Gabriel. « Le lien est établi,
Mais il doit se renforcer progressivement. Forcer les choses pourrait être dangereux pour vous deux. Élodie se releva avec reluctance, surprise de constater que ses jambes étaient engourdies après être restées si longtemps immobiles. Son bras se redressa également, secouant sa crinière comme pour dissiper la transe partagée. « Est-ce toujours ainsi ?» demanda-t-elle à Gabriel. « Cette intensité ?» Le vieil homme sourit. « Chaque lien est unique, tout comme chaque cavalier et chaque son bras. Mais oui, l'intensité est normale, surtout au début. Avec le temps, vous apprendrez à moduler la connexion, à l'ouvrir ou la fermer selon les besoins. » Ils quittèrent ensemble le box de son bras, qui les suivit du regard jusqu'à ce qu'ils aient disparu de sa vue. « Qui êtes-vous réellement, Gabriel ?» demanda Élodie alors qu'ils traversèrent la cour intérieure. « Diane a parlé des gardiens, mais votre connaissance semble plus personnelle, plus ancienne ?» compléta-t-il avec un sourire énigmatique. « Disons simplement que j'ai consacré ma vie à l'étude et à la protection des Sombras. Ma famille sert la lignée des Beaumont depuis des générations, tout comme la vôtre était liée aux cavaliers du crépuscule. » Il s'arrêta près de la fontaine. « Mais les temps changent, Élodie. Les anciennes alliances se fragilisent. Le monde moderne, avec sa technologie et sa soif de contrôle, menace ce que nous avons préservé pendant des siècles. Vous parlez des gens qui convoitent les Sombras? Ceux dont Diane m'a parlé ?» Gabriel acquiesça gravement. « Ils se font appeler le Consortium, un groupe d'hommes puissants, scientifiques, militaires, industriels, qui ont découvert l'existence des Sombras il y a quelques décennies. Ils croient pouvoir isoler et reproduire leurs capacités télépathiques à des fins commerciales et militaires. C'est pour ça que vous gardez les derniers Sombras ici, pour les protéger de ce consortium? Oui, mais notre sanctuaire n'est plus aussi sûr qu'avant. » Il leva les yeux vers le plafond du pavillon, comme s'il pouvait voir à travers la pierre. « Il se rapproche, Élodie. Nous avons des raisons de croire que l'acquisition de Tempête Noire par Dufresne n'était pas un hasard, qu'il agissait peut-être comme intermédiaire, volontairement ou non. » Un frisson parcourut l'échine d'Élodie. « Et maintenant que Sombra est ici, maintenant ils savent tout chercher, » confirma Gabriel. « C'est pourquoi votre formation doit s'accélérer. Les Sombras auront besoin de leurs cavaliers si le danger se concrétise. » Ils atteignirent la porte du pavillon. À l'extérieur, la brume s'était épaissie avec la tombée de la nuit, transformant le domaine en un paysage fantomatique. « Reposez-vous ce soir, » conseilla Gabriel. « Demain, nous commencerons l'entraînement physique. Le lien mental n'est que la première étape. Vous devez aussi apprendre à monter un Sombra comme le faisaient vos ancêtres. » Alors qu'Élodie s'apprêtait à quitter le pavillon, une sensation étrange la fit se retourner. Dans la pénombre de l'écurie, elle crut apercevoir une lueur bleutée émanant du box de son bras, comme si l'étalon lui-même brillait dans l'obscurité. « Qu'est-ce que… » « Le crépuscule », murmura Gabriel avec révérence. « L'heure où le voile entre les mondes s'amincit. L'heure où les Sombras révèlent leur véritable nature. » Et tandis qu'Élodie contemplait ce phénomène inexplicable, une certitude s'ancra en elle. Quels que soient les dangers qui les menaçaient, sa place était désormais auprès de son bras, liée à lui par un destin plus ancien que sa propre existence. L'aube se levait à peine sur le haras des brumes quand Élodie fut réveillée par de légers coups à sa porte. Elle avait passé une nuit agitée, son sommeil peuplé de rêves étranges, où elle galopait à travers des paysages inconnus sur le dos d'un étalon noir aux yeux lumineux. Des rêves si vivants qu'en se réveillant, elle pouvait encore sentir le vent sur son visage et le rythme puissant des foulées sous elle. « Entrez », dit-elle en se redressant. La porte s'ouvrit sur une jeune femme aux traits asiatiques, vêtue d'une tenue d'équitation sobre mais élégante. « Bonjour », dit-elle en français avec un léger accent. « Je suis Lin. Madame Beaumont m'a demandé de vous conduire au manège dès que vous seriez prête. » Élodie se leva, notant que quelqu'un avait déposé une tenue d'équitation neuve sur la chaise près de son lit pendant qu'elle dormait. « Merci, Lynn. Je serai prête dans 10 minutes. » Après un bref petit déjeuner, Élodie suivit Lin à travers le domaine brumeux jusqu'à un manège couvert qu'elle n'avait pas remarqué la veille. Contrairement au reste du haras qui mêlait pierre et bois dans un style traditionnel, cette structure était entièrement moderne. Un vaste dôme translucide qui laissait filtrer la lumière matinale,
créant une atmosphère presque irréelle. À l'intérieur, Gabriel l'attendait, accompagné de Diane Beaumont, et, à la surprise d'Élodie, de son bras déjà scellé. L'étalon noir tourna immédiatement la tête vers elle, comme s'il avait perçu sa présence avant même qu'elle n'entre. « Avez-vous bien dormi ?» demanda Diane en guise de salutation. « Des rêves étranges », admit Élodie. « Comme si je chevauchais son bras à travers des endroits que je n'ai jamais vus. » Gabriel et Diane échangèrent un regard significatif. « Le lien se renforce », expliqua Gabriel. « Même dans le sommeil, vos esprits commencent à se synchroniser. C'est un excellent signe. » Élodie s'approcha de son bras, posant une main sur son encolure. Immédiatement, elle ressentit cette connexion particulière, comme un courant chaud qui circulait entre eux. « Aujourd'hui, » annonça Gabriel, « nous allons passer à l'étape suivante. Monter un sombra n'est pas comme monter un cheval ordinaire. Vous ne le dirigez pas avec les rênes ou les jambes, mais avec votre esprit. » Il fit un geste vers la selle. Cette selle est spéciale, conçue pour les cavaliers du crépuscule. Remarquez l'absence d'étrier et la légèreté du mort. Élodie examina l'équipement avec curiosité. La selle était en effet inhabituellement minimaliste, presque comme un simple tapis avec de légers arçons pour maintenir l'équilibre. Le mort semblait être là uniquement par tradition, si fin qu'il exercerait à peine une pression sur la bouche du cheval. « Comment suis-je censé garder l'équilibre sans étrier ?» demanda-t-elle. « Vous ne le ferez pas, » répondit Gabriel avec un sourire énigmatique. « C'est son bras qui maintiendra votre équilibre. Votre corps et le sien deviendront un seul. » Élodie regarda Diane, s'attendant à voir du scepticisme dans ses yeux, mais la maîtresse du haras se contenta de hocher la tête, confirmant les paroles de Gabriel. « Commencez par monter normalement, » instruisit Gabriel, « puis fermez les yeux, et laissez-vous sentir le lien. » Avec une légère appréhension, Élodie s'approcha du flanc de son bras. L'étalon resta parfaitement immobile pendant qu'elle se hissait sur son dos. Sans étrier, elle se sentit d'abord instable, mais étrangement, son bras semblait ajuster subtilement sa position pour qu'elle reste en équilibre. « Fermez les yeux maintenant », murmura Gabriel. Élodie obéit, plongeant dans l'obscurité volontaire. Presque immédiatement, une sensation étrange l'envahit, comme si sa conscience s'étendait au-delà des limites de son corps, englobant celui de son bras. Elle pouvait sentir les 4 jambes puissantes ancrées dans le sol, la respiration profonde qui soulevait les flancs, le battement régulier du cœur. « Maintenant, » dit doucement Gabriel, « imaginez que vous avancez. » Sans même y penser consciemment, Élodie visualisa le mouvement, et son bras se mit en marche d'un pas tranquille. Un frisson d'excitation la parcourut. Elle n'avait rien fait de physique, n'avait donné aucune indication traditionnelle. Juste une pensée. « Tournez à droite », suggéra Gabriel. Élodie visualisa le virage, et son bras obéit instantanément, pivotant avec une grâce fluide. « Maintenant, ouvrez les yeux, mais maintenez la connexion. » Quand Élodie ouvrit les paupières, elle eut l'impression de voir le monde différemment. Sa vision semblait plus aiguë, les couleurs plus vives. Elle réalisa avec stupeur qu'elle percevait partiellement à travers les yeux de son bras, dont la vision était supérieure à la sienne. « C'est incroyable », murmura-t-elle. « Essayez le trot », proposa Gabriel. Élodie n'eut qu'à imaginer l'allure, et son bras s'élança dans un trot parfaitement cadencé. Sans étrier, elle aurait dû rebondir maladroitement sur la selle, mais au lieu de cela, elle se retrouva à bouger en parfaite harmonie avec l'étalon, comme si leurs corps avaient toujours su danser ensemble. « Et maintenant, le galop », dit Gabriel. Une légère appréhension traversa Élodie. Galoper sans étrier, ni prise véritable sur les rênes, était généralement une recette pour la chute. Mais lorsqu'elle visualisa l'allure, son bras passa au galop avec une transition si fluide qu'elle se sentit à peine bouger. La sensation était grisante, une fusion presque totale avec l'étalon, leurs mouvements devenant une seule entité harmonieuse. Ils firent plusieurs tours de manège à cette allure, Élodie dirigeant son bras uniquement par la pensée, effectuant des figures de plus en plus complexes, des cercles parfaits, des changements de pied, des demi-tours sur les hanches que même les chevaux les mieux dressés mettraient des années à maîtriser. Finalement, sur un signe de Gabriel, elle ramena son bras au pas, puis à l'arrêt.
Les talons n'étaient même pas essoufflés, comme si cet exercice n'avait demandé aucun effort particulier. « C'est extraordinaire », déclara Diane en s'approchant. « Je n'ai pas vu une telle harmonie depuis… » Elle s'interrompit, mais Élodie crut apercevoir une ombre de douleur traverser son visage. « Depuis ma mère », compléta une voix masculine depuis l'entrée du manège. Tous se tournèrent vers le nouveau venu. Un homme d'une trentaine d'années se tenait là, grand et élancé, avec les mêmes yeux gris perçants que Diane. Ses traits patriciens étaient rendus plus sévères par une fine cicatrice qui barrait sa joue gauche. « Marc, » dit Diane, visiblement surprise, « je ne t'attendais pas avant demain. » « J'ai avancé mon retour quand j'ai appris pour notre nouvel invité, » répondit-il en s'avançant dans le manège, son regard fixé sur son bras. Élodie sentit immédiatement les talons se raidir sous elle, ses oreilles se plaquant légèrement en arrière. « Marc Beaumont » se présenta l'homme en tendant la main vers elle, le fils prodigue. Élodie descendit de son bras avec l'aide de Gabriel et serra la main tendue. Élodie Mercier. « Je sais qui vous êtes », dit Marc avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « La nouvelle cavalière du crépuscule, celle qui a réussi là où j'ai échoué. » Un silence inconfortable s'installa. Diane s'éclaircit la gorge. Marc a essayé d'établir un lien avec plusieurs sombras au fil des ans, sans succès. « Ce n'est pas faute d'avoir essayé », ajouta Marc avec une amertume à peine voilée. « Apparemment, le sang des Beaumont ne suffit pas. Il faut des gitans pour parler aux chevaux magiques. » Élodie se raidit, mais Gabriel intervint avant qu'elle ne puisse répondre. « Le lien ne fonctionne pas ainsi, Marc. Ce n'est pas une question de sang ou d'héritage, mais de compatibilité spirituelle. »« Bien sûr, » concéda Marc avec un geste désinvolte. « C'est ce que vous répétez depuis des années. Peu importe. » Il se tourna vers sa mère. « Nous devons parler, en privé. J'ai des nouvelles concernant nos amis communs. » Diane hocha la tête, soudain grave. « Nous continuerons demain, Élodie. Gabriel vous montrera les autres sombras cet après-midi. » Tandis que mère et fils s'éloignaient, Élodie caressa l'encolure de son bras, sentant la tension persistante dans ses muscles. « Il ne l'aime pas, » constata-t-elle à voix basse. « Les sombras sont d'excellents juges de caractère, » répondit simplement Gabriel. « Marc a toujours été complexe. Grandir dans l'ombre d'une mère légendaire n'est pas facile. » Diane a mentionné sa mère. Elle était une cavalière ? L'une des plus douées de sa génération. Hélène Beaumont a établi un lien avec Aurore, la mère de son bras. Ensemble, elles ont accompli des prouesses extraordinaires. Gabriel soupira. Sa mort, il y a 15 ans, a dévasté Diane et Marc. Comment est-elle morte ? Le visage de Gabriel s'assombrit. Un accident d'équitation, du moins, c'est la version officielle. Et la vérité ? Gabriel hésita puis baissa la voix. Certains, dont Diane, soupçonnent qu'il ne s'agissait pas d'un accident, que le consortium pourrait être impliqué. Un frisson parcourut Élodie. Ils iraient jusqu'au meurtre ? Pour mettre la main sur la technologie des sombras ? Sans hésiter. Gabriel prit les rênes de son bras. « Venez, ramenons-le au pavillon Est. Vous devez vous reposer avant cet après-midi. » Tandis qu'il traversait le domaine, Élodie ne put s'empêcher de remarquer plusieurs hommes en uniforme discret, patrouillant autour du périmètre, une sécurité qui n'était pas visible la veille. « La situation s'aggrave, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à Gabriel. « Marc dirige notre réseau de renseignements, » expliqua Gabriel. « S'il est revenu en avance, c'est qu'il a découvert quelque chose d'inquiétant. » Au pavillon Est, ils installèrent son bras dans son box. L'étalon semblait réticent à les voir partir, suivant Élodie du regard, jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. « Il s'inquiète pour vous », nota Gabriel. « Le lien fonctionne dans les deux sens. Il ressent votre anxiété comme vous ressentez la sienne. »« Que se passera-t-il si le consortium nous trouve ?» demanda Élodie alors qu'ils quittaient le pavillon. Gabriel s'arrêta, son visage soudain grave. « Ils tenteront de capturer les sombras et élimineront quiconque se mettra en travers de leur chemin. Mais pourquoi Diane garde-t-elle tous les sombras ici? N'est-ce pas risqué de les concentrer en un seul endroit? » C'était un risque calculé, admit Gabriel. Les disperser les rendrait plus vulnérables individuellement. Ici, nous pouvons les protéger collectivement. Du moins, c'était le plan.
Ils marchèrent en silence pendant un moment, puis Gabriel ajouta « Mais vous avez raison de vous inquiéter. Si le consortium découvre cet endroit, nous aurons besoin de plus que des gardes et des clôtures pour protéger les derniers Sombras. Nous aurons besoin de cavaliers, compléta Élodie, comprenant soudain l'urgence de sa formation. Gabriel acquiesça gravement. Et le temps presse, Élodie, bien plus que vous ne l'imaginez. L'après-midi amena un changement dans la météo. La brume habituelle du Hara s'était dissipée, remplacée par un ciel d'un bleu limpide qui contrastait étrangement avec l'atmosphère tendue qui régnait désormais sur le domaine. Élodie remarqua davantage de gardes en patrouille, certains équipés d'armes qu'il ne prenait plus la peine de dissimuler. Après un déjeuner rapide qu'elle prit seule dans la petite salle à manger de la résidence principale, Gabriel vint la chercher comme promis. « Je vais vous présenter les autres Sombras », annonça-t-il. « C'est important que vous les connaissiez tous, au cas où. » Il laissa sa phrase en suspens, mais Élodie comprit l'implication. Au cas où nous devrions fuir. Au cas où le pire arriverait. Ils retournèrent au pavillon Est. En chemin, ils croisèrent Marc Beaumont, qui sortait du bâtiment principal, visiblement agité. Il s'arrêta brièvement en les apercevant. « Profitez bien de votre tour d'horizon, mademoiselle Mercier », lança-t-il avec un sourire crispé. « Nous aurons une réunion ce soir. Ma mère souhaite que vous y assistiez. » Sans attendre de réponse, il s'éloigna à grandes enjambées vers un bâtiment annexe qu'Élodie n'avait pas encore remarqué. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Gabriel. « Les nouvelles ne sont probablement pas bonnes, » répondit-il sombrement. « Marc ne s'agite ainsi que lorsque nous sommes réellement en danger. » Cette perspective assombrit l'humeur d'Élodie tandis qu'il pénétrait dans le pavillon Est. Comme lors de sa première visite, elle fut frappée par la beauté sereine de l'endroit, avec sa fontaine centrale et sa lumière diffuse. Sombra hennit doucement en la voyant, reconnaissant sa présence immédiatement. « Bonjour à toi aussi », murmura-t-elle en s'approchant de son box. Elle ressentit aussitôt cette connexion particulière, comme si un fil invisible les reliait. Les événements du matin, leur fusion presque parfaite pendant l'équitation, avaient manifestement renforcé leur lien. « Commençons par elle », dit Gabriel en la guidant vers le box occupé qu'elle avait remarqué la veille. À l'intérieur se trouvait une jument d'un gris si clair qu'elle paraissait presque blanche, avec une crinière et une queue argentée qui ondulaient comme de l'eau vive. Ses yeux, d'un bleu pâle inhabituel chez les chevaux, les observaient avec une intelligence évidente. « Voici Luna », présenta Gabriel, « la doyenne de nos Sombras. Elle a presque 30 ans, mais comme vous pouvez le constater, elle ne porte pas son âge. » En effet, la jument semblait débordée d'énergie et de vitalité, sans aucun signe de l'usure qu'on aurait pu attendre d'un cheval de cet âge. « Les Sombras vieillissent différemment », expliqua Gabriel. « Leur espérance de vie peut atteindre 50 ans, parfois plus. »« A-t-elle un cavalier » demanda Élodie. Une ombre passa sur le visage de Gabriel. Elle en avait un, Hélène Beaumont, la mère de Marc. Depuis sa mort, Luna n'a accepté personne d'autre. La jument s'approcha de la porte du box, tendant son encolure gracieuse vers Élodie. Prudemment, celle-ci tendit la main. Luna la renifla, puis pressa doucement son chanfrein contre sa paume. « Elle vous apprécie », constata Gabriel avec une pointe de surprise. « C'est rare. Elle est généralement méfiante avec les étrangers. »« Je ne ressens pas de connexion comme avec Sombra », nota Élodie. « Non, le lien ne se forme qu'avec un seul Sombra à la fois. Mais ils peuvent tous sentir que vous êtes une cavalière potentielle. Cela vous confère un certain statut à leurs yeux. » Ils continuèrent leur visite, découvrant 2 autres juments, Nova, d'un bai au reflet cuivré, et Stella, entièrement noire comme Sombra, mais plus petite et plus fine. Toutes 2 étaient relativement jeunes, 8 et 12 ans, et n'avaient jamais eu de cavalier attitré. « Et le dernier » demanda Élodie, sachant que Gabriel avait mentionné 5 Sombras en tout. Le vieil homme la conduisit vers un box situé dans un renfoncement du pavillon, légèrement à l'écart des autres. Dès qu'ils s'en approchèrent, Élodie sentit un changement dans l'atmosphère, une tension presque palpable. Dans la pénombre du box se tenait un étalon massif, plus grand encore que Sombra, d'un gris foncé moucheté, qui lui donnait l'apparence d'un ciel d'orage. Contrairement aux autres Sombras, il ne s'approcha pas pour les accueillir,
restant au fond de son espace, les observant avec ce qui semblait être de la méfiance. « Voici Tempeste », dit Gabriel à voix basse. Le plus âgé des étalons et le plus complexe. Complexe? Il a eu 3 cavaliers au cours de sa vie. Tous sont morts dans des circonstances tragiques. Le dernier était un jeune homme prometteur qui a été assassiné il y a 5 ans. Une embuscade du consortium. Depuis, Tempeste est devenu distant, parfois imprévisible. Élodie étudia l'étalon avec un mélange de compassion et d'appréhension. Même à cette distance, elle pouvait sentir sa puissance brute, mais aussi une profonde tristesse qui émanait de lui. « Comment l'avez-vous sauvé du consortium ?» demanda-t-elle. « Nous sommes arrivés trop tard pour son cavalier », répondit Gabriel, la douleur évidente dans sa voix. Mais Tempeste s'est battu comme un démon pour s'échapper. Il a tué 2 hommes avant de fuir dans les montagnes. Diane l'a retrouvé 3 jours plus tard, blessé, mais indomptable. Élodie fit un pas vers le box, mais Gabriel posa une main sur son bras. Prudence. Il n'accepte que Diane et moi. Et encore, avec réticence. Ignorant son avertissement, Élodie s'approcha lentement. Quelque chose dans la souffrance de cet étalon résonnait en elle, réveillant un écho de ses propres pertes. Ses parents disparus dans un accident de voiture quand elle avait 12 ans, sa grand-mère emportée par la maladie quelques années plus tard. « Je comprends ta douleur », murmura-t-elle en romani, la langue que sa grand-mère lui avait partiellement enseignée. Tempeste dressa les oreilles, visiblement surpris par ces sons familiers. « Tu n'es pas seul », continua-t-elle doucement. « Même dans la perte, il reste de l'espoir. » L'étalon fit un pas hésitant vers elle, puis un autre. Gabriel observait la scène avec stupéfaction. « C'est remarquable », chuchota-t-il. Il n'a jamais approché volontairement quelqu'un d'autre que ses cavaliers. Quand Tempeste atteignit la porte du box, il tendit son museau vers Élodie, ses naseaux frémissants captant son odeur. Elle ne bougea pas, le laissant prendre l'initiative. Après un long moment, l'étalon pressa légèrement son front contre sa main. Un geste bref mais significatif. « Il vous fait confiance », murmura Gabriel, impressionné. « C'est un don rare, Élodie, plus rare que vous ne l'imaginez. » Ils quittèrent le pavillon Est quelques minutes plus tard, après qu'Élodie eut passé un moment supplémentaire avec son bras, renforçant leur connexion. À l'extérieur, le soleil commençait sa descente vers l'horizon, baignant le haras d'une lumière dorée. Mais la beauté du moment était gâchée par l'agitation évidente qui régnait désormais. Des véhicules circulaient dans le domaine. Des gardes se positionnaient stratégiquement autour des bâtiments. « Allons voir ce que Marc a découvert », suggéra Gabriel, l'inquiétude palpable dans sa voix. Ils se dirigèrent vers la résidence principale, où ils trouvèrent Diane et Marc dans le bureau de la maîtresse des lieux. Des cartes et des documents étaient étalés sur la grande table en verre, et les visages des 2 Beaumont reflétaient la gravité de la situation. « Ah, vous voilà », dit Diane en les voyant entrer. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Élodie obéit, puis s'approcha de la table. Sur l'écran d'un ordinateur portable, elle aperçut des images satellites du haras des Brumes et de ses environs. « La situation est critique », annonça Marc sans préambule. « Mes contacts ont confirmé que le consortium a identifié l'emplacement du haras. Ils savent que les 5 derniers sombras sont ici. »« Comment est-ce possible ?» demanda Gabriel. « Nous avons pris toutes les précautions. »« Ils ont un informateur », répondit Marc, son regard se durcissant. « Quelqu'un qui connaît nos opérations de l'intérieur. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. L'idée qu'un traître puisse se trouver parmi eux était glaçante. « Avons-nous une idée de qui ?» demanda finalement Gabriel. Marc secoua la tête. « Pas encore. Mais nous savons qu'il prévoit d'agir rapidement. Très rapidement. »« Combien de temps avons-nous » demanda Élodie. « 2 jours, 3 au maximum, » répondit Diane. « Nous devons évacuer les sombras avant qu'ils n'arrivent. »« Évacuer vers où » s'enquit Gabriel. « Nous n'avons pas d'autres sanctuaires aussi sécurisés. »« J'ai un plan, » intervint Marc. Il déroula une carte plus détaillée sur la table. « Il existe un ancien refuge dans les Alpes, près de la frontière italienne. Un endroit que même ma mère ne connaît pas. » Diane leva un sourcil surpris. « Comment ?»« Grand-père me l'a montré avant sa mort, »
expliqua Marc. Il m'a fait promettre de n'en parler qu'en cas d'extrême urgence. Je crois que nous y sommes. Mais transporter 5 Sombras à travers la France, avec le consortium à nos trousses, objecta Gabriel. C'est de la folie. Pas si nous nous séparons, argua Marc. Différentes routes, différents moyens de transport. Ils ne peuvent pas nous suivre tous à la fois. Diane se tourna vers Élodie. C'est là que vous intervenez. En tant que cavalière liée à Sombras, vous êtes la mieux placée pour le conduire en sécurité. Élodie sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Elle était passée en quelques jours d'une simple dresseuse de chevaux à quelqu'un sur qui reposait la survie d'un être exceptionnel. « Je ferai ce qu'il faut », affirma-t-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. « Bien », approuva Diane. « Nous partirons demain à l'aube. Gabriel, préparez les Sombras pour le voyage. Marc, finalise les itinéraires et l'équipement. » Alors que la réunion se poursuivait, détaillant les aspects logistiques de leur fuite, Élodie sentit soudain une présence dans son esprit, une connexion familière mais teintée d'urgence. Sombras essayait de la contacter. « Excusez-moi », dit-elle en se levant brusquement. « Je dois vérifier quelque chose. » Sans attendre de réponse, elle quitta la pièce et se précipita vers le pavillon Est, guidée par cette impulsion télépathique de plus en plus insistante. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. À mi-chemin, elle entendit un hennissement puissant qui déchira le silence du crépuscule. Un cri d'alarme qu'elle ressentit jusqu'au fond de son âme. Élodie courait à perdre haleine vers le pavillon Est, ses bottes martelant le sol dans un rythme effréné. La connexion avec Sombras vibrait en elle comme une corde trop tendue, transmettant des vagues d'urgence et de danger. À travers ce lien, elle percevait des fragments d'images, des hommes en noir, des armes, un van aux vitres teintées. Alors qu'elle atteignait la lisière du petit bois séparant la résidence principale du pavillon, elle aperçut ce qui avait déclenché l'alarme mentale de Sombras. 3 véhicules étaient stationnés devant l'entrée du bâtiment, leurs phares éteints. Des silhouettes sombres se déplaçaient furtivement, certaines transportant ce qui ressemblait à des fusils tranquillisants. Le consortium était déjà là. Élodie s'immobilisa derrière un arbre, son cœur battant à tout rompre. Comment avait-il pu arriver si vite? Comment avait-il franchi la sécurité du domaine sans déclencher d'alarme? Une évidence glaçante s'imposa à elle. Le traître avait dû désactiver les systèmes de surveillance et guider les intrus jusqu'ici. L'un des hommes fit signe aux autres, et ils commencèrent à s'approcher de la porte principale du pavillon. Élodie savait qu'elle n'avait que quelques secondes pour agir. Seule contre une équipe de professionnels armés, elle n'avait aucune chance par la force. Mais elle disposait d'un autre atout. Fermant les yeux, elle se concentra intensément sur sa connexion avec Sombras, projetant ses pensées vers lui avec toute la force dont elle était capable. « Préviens les autres. Prépare-toi. J'arrive. » L'étalon répondit immédiatement, une vague d'énergie et de détermination qui lui donna le courage d'agir. Se faufilant entre les arbres, elle contourna le groupe d'assaillants pour atteindre l'arrière du pavillon. Là, dissimulée par un épais buisson, se trouvait une petite porte dérobée que Gabriel lui avait montrée plus tôt, une sortie de secours conçue précisément pour une situation comme celle-ci. Élodie sortit la clé que le vieil homme lui avait confiée, au cas où, et déverrouilla la porte aussi silencieusement que possible. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, à l'exception d'une faible lueur bleutée qui émanait des box, les Sombras manifestant leur nature extraordinaire en réponse au danger. Elle se glissa jusqu'au box de Sombras. L'étalon était parfaitement alerte, les oreilles dressées, les naseaux dilatés, semblant presque plus grands et plus imposants dans la pénombre. « Ils sont là », murmura-t-elle en ouvrant rapidement la porte du box. Des voix étouffées provenaient de l'entrée principale. Les intrus tentaient de forcer la serrure. Élodie savait qu'il n'avait que quelques instants. Sans hésiter, elle sauta sur le dos de Sombras, sans selle ni bride. Il n'en avait pas besoin. Leur connexion était maintenant suffisamment forte pour qu'ils se comprennent parfaitement. Les autres Sombras, pensa-t-elle fermement. L'étalon hennit doucement, un signal que les autres chevaux semblèrent de comprendre instantanément. Dans les box adjacents, Luna, Nova, Stella et Tempest s'agitèrent, prêts à suivre. Au même moment,
La porte principale céda avec un craquement sonore. Des faisceaux de lampes torches balayèrent l'intérieur du pavillon. « Allez-y, sécurisez les sujets !» ordonna une voix autoritaire. C'était maintenant, ou jamais. Élodie se pencha sur l'encolure de son bras et projeta une seule pensée. Maintenant. Dans un mouvement parfaitement coordonné, les 5 Sombras jaillirent de leur box. Sombra, avec Élodie sur son dos, prit la tête, galopant droit vers la sortie dérobée qu'elle avait laissée entr'ouverte. Les autres suivirent dans une charge puissante qui résonna sous la voûte du pavillon. « Là, tirez !» hurla l'un des intrus. Des sifflements de fléchettes tranquillisantes fendirent l'air. Élodie sentit l'une d'elles frôler sa joue. Son bras accéléra encore, sa vitesse défiant toute logique dans cet espace confiné. En quelques secondes, ils étaient dehors, galopant à pleine vitesse à travers le bois, suivis par les 4 autres Sombras. Les hommes du consortium se lancèrent à leur poursuite, mais ils étaient trop lents face à la fulgurance des chevaux. « Vers la résidence principale !» cria Élodie, sachant que Diane et les autres devaient être prévenus. Sombra comprit immédiatement, ajustant sa trajectoire sans la moindre hésitation. Derrière eux, les phares des véhicules s'allumèrent, illuminant la nuit alors que la poursuite s'organisait. Ils émergèrent du bois face à la résidence, où l'agitation régnait déjà. Diane, Marc et Gabriel se tenaient sur le perron, alertés par les bruits de la poursuite. « Le consortium !» cria Élodie en s'arrêtant brièvement devant eux. « Ils sont déjà là !»« Comment ont-ils » commença Diane, mais elle fut interrompue par le rugissement des moteurs qui se rapprochaient. « Pas le temps !» trancha Marc. « Plan d'évacuation d'urgence maintenant !» Gabriel s'approcha rapidement de Luna, posant une main sur son encolure. « Je la guiderai. Marc, prenez Tempest. Madame, occupez-vous de Nova et Stella. » Mais avant qu'il ne puisse mettre ce plan à exécution, une détonation retentit, suivie d'un cri de douleur. Gabriel s'effondra, touché à l'épaule. « Gabriel !» s'écria Diane en se précipitant vers lui. Élodie se tourna vers la source du tir et vit une silhouette familière émerger de l'ombre, tenant un pistolet. « L'un !» murmura-t-elle, incrédule. La jeune femme qu'elle avait rencontrée le matin même s'avança, son visage transformé par une expression froide et calculatrice. « Personne ne part !» déclara-t-elle d'une voix métallique. « Les Sombras appartiennent maintenant au consortium. Vous !» siffla Marc. « C'était vous la taupe. »« Depuis 2 ans !» confirma l'un avec un sourire sans joie. « Vous êtes tellement prévisible avec vos secrets ancestraux et vos rituels. Vous n'avez jamais imaginé qu'une simple palefrenière puisse être une agente hautement qualifiée. » Elle pointa son arme vers Diane. « Maintenant, ordonnez à vos précieux chevaux de se calmer, ou le prochain tir ne sera pas aussi clément. » Élodie sentit la fureur monter en elle, une colère primale amplifiée par le lien qui l'unissait à Sombra. Elle perçut également quelque chose d'autre, une énergie étrange qui semblait émaner des 5 Sombras, comme s'ils communiquaient entre eux d'une façon qu'elle ne comprenait pas encore. « L'un, vous ne savez pas ce que vous faites, » tenta Diane, tentant visiblement de gagner du temps alors qu'elle aidait Gabriel à se relever. « Les Sombras ne sont pas de simples cobayes qu'on peut étudier en laboratoire. »« Oh, mais nous le savons parfaitement, » répliqua l'un, alors que les véhicules du consortium s'immobilisaient à quelques mètres, déversant une 12aine d'hommes armés. Leur capacité télépathique représente la prochaine frontière de la guerre psychologique. Imaginez des soldats capables de communiquer instantanément par la pensée, sans aucun équipement détectable. Elle fit un pas en avant. « C'est fini, Madame Beaumont. Votre petit sanctuaire va devenir un centre de recherche de pointe. » Élodie sentit son bras frémir sous elle, non pas de peur, mais d'une énergie contenue, prête à exploser. À travers leurs liens, elle perçut ce qu'ils voulaient faire, ce que tous les Sombras s'apprêtaient à faire. « Vous avez raison sur un point, l'un, » dit-elle calmement, attirant l'attention de l'espionne. « C'est fini. » Avant que quiconque ne puisse réagir, Élodie projeta une pensée unique, un ordre simple mais puissant. Lumière. Instantanément, les 5 Sombras s'illuminèrent d'une lueur bleue argentée si intense qu'elle semblait transformer la nuit en jour. Ce n'était pas une simple phosphorescence, mais une énergie pulsante qui émana d'eux en vagues concentriques, aveuglant temporairement tous ceux qui les regardèrent directement. Lynn hurla,
lâchant son arme pour se protéger les yeux. Les hommes du consortium reculèrent en désordre, désorientés par ce phénomène inexplicable. « Maintenant !» cria Élodie, et son bras s'élança, suivi par les autres son bras. Dans la confusion, Diane aida Gabriel à monter sur Luna, tandis que Marc, après une brève hésitation, s'approcha de Tempest. L'étalon gris, qui n'avait jamais accepté personne depuis la mort de son dernier cavalier, resta immobile juste assez longtemps pour que Marc puisse grimper sur son dos. « Le sentier est !» cria Diane, alors que Nova et Stella se positionnèrent près d'elle. « Vers le refuge !» Ils s'élancèrent tous ensemble, profitant de la confusion pour disparaître dans la forêt dense qui bordait le domaine à l'est. La lumière extraordinaire des sombras diminua progressivement à mesure qu'ils s'éloignaient, mais resta suffisante pour guider leur chemin à travers les arbres. Élodie, en tête avec Sombra, sentait une exaltation sauvage l'envahir. Le galop puissant de l'étalon sous elle, la connexion mentale qui les unissait, l'énergie mystérieuse qui pulsait encore faiblement autour d'eux, tout cela créait une sensation de liberté et de puissance qu'elle n'avait jamais connue. Derrière eux, les cris et les bruits de moteurs s'estompèrent peu à peu. La forêt devint plus dense, le sentier plus étroit, rendant impossible la poursuite en véhicule. Après ce qui sembla une éternité de galop effréné, Diane fit signe de ralentir. Ils s'arrêtèrent dans une petite clairière bordée de hauts sapins. Gabriel, pâle mais conscient, se tenait l'épaule ensanglantée. « Il faut soigner ça », dit Diane en déchirant un morceau de sa chemise pour improviser un bandage. « Je survivrai », assura le vieil homme avec un faible sourire. « Ce n'est pas la première balle que je prends pour les Sombras. » Marc, toujours sur le dos de Tempest, semblait abasourdi par ce qui venait de se passer. « Il m'a accepté », murmura-t-il, incrédule. « Après toutes ces années, le danger crée des liens inattendus, commenta Diane en finissant de bander la blessure de Gabriel. Mais nous n'avons pas le temps de nous émerveiller. Le consortium ne va pas abandonner si facilement. Elle se tourna vers Élodie. Ce que vous avez fait, cette lumière, comment avez-vous su? Élodie secoua la tête, encore étonnée elle-même. Je ne savais pas. C'est Sombra qui me l'a montré, à travers notre lien, comme si c'était une capacité qu'il gardait en réserve pour les situations désespérées. La lumière du crépuscule, murmura Gabriel, sa voix faible mais emplie de révérence. Une légende parmi les gardiens. Je ne pensais pas la voir un jour de mes propres yeux. Nous devons continuer. Pressa Marc, soudain redevenu pragmatique. Le refuge dans les Alpes est à 2 jours de route, et nous avons perdu notre équipement, nos provisions. Nous avons l'essentiel, l'interrompit Diane en regardant les 5 Sombras qui se tenaient autour d'eux, leurs yeux brillant doucement dans l'obscurité. Et nous avons une nouvelle cavalière pleinement éveillée à ses capacités. Elle se tourna vers Élodie avec un mélange de fierté et de respect. Votre grand-mère serait fière de vous. Élodie caressa l'encolure de son bras, sentant sous ses doigts le pouls puissant et régulier de l'étalon. Elle comprenait maintenant pourquoi sa grand-mère lui avait raconté ces histoires, pourquoi elle avait insisté pour qu'elle apprenne les anciennes paroles en romani, pourquoi elle l'avait encouragée à suivre cette voie, malgré toutes les difficultés. Ce n'était pas seulement un héritage, c'était un destin. « Alors » dit-elle en redressant les épaules, une nouvelle assurance dans sa voix. « Vers les Alpes » Diane acquiesça. « Vers les Alpes. » Et après, qui sait, le monde est vaste, et les Sombras ont encore bien des secrets à révéler. Alors qu'ils reprenaient leur route dans la nuit, Élodie sentit son bras projeter vers elle une dernière pensée. Non pas des mots, mais une image. Celle d'une aube nouvelle se levant sur des montagnes lointaines et de chevaux galopant librement sous un ciel sans limite. L'avenir était incertain, dangereux peut-être, mais pour la première fois depuis longtemps, Élodie Mercier savait exactement où était sa place. Sur le dos d'un étalon noir qui défiait les lois de la nature. À l'aube d'une aventure qui ne faisait que commencer.